Manger sain et pas cher peut s'avérer être un casse-tête lorsqu'on n'a pas les bonnes adresses. Et encore plus quand on a des petites bouches à nourrir et une charge mentale quotidienne à ce sujet. Et si je vous disais que j'ai trouvé la marque qui mêle produits aux ingrédients vérifiés et savoureux, de multiples références et des prix compétitifs tout au long de l'année. C'est là que Casidomi entre en jeu. Casidomi, c'est plus de 4000 références allant de produits pour la maison aux produits de beauté, en passant par l'alimentaire sans additifs et bio, des prix avantageux tout au long de l'année et un système d'adhésion, des saveurs uniques que l'on ne retrouve pas partout. Depuis quelques semaines, c'est donc une joie de créer de jolies recettes colorées et d'impacter ma famille de manière positive. D'ailleurs, avec le code LOWFROMPARIS20, je vous offre 20 € de réduction sur votre abonnement. Hyper intéressant. Ensemble, accélérons la transition vers des modes de consommation plus sains et respectueux de la nature. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram LowFromParis, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. 11 ans d'un business qu'elle a su faire évoluer à son image. Coralie est entrepreneure et créatrice de contenu autour de la décoration et de la parentalité. Elle ouvre son blog en parallèle de son job en entreprise, y consacre tout son temps libre, voire ses nuits. Son entourage était sceptique sur sa réussite, mais mois après mois, elle lui prouve le contraire allant d'opportunité en opportunité. Elle rencontre son futur mari, Mathieu, photographe, qui la pousse à quitter son job et se lancer à 100% en indépendante. Ils travaillent rapidement ensemble, son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux s'envole, ils font deux adorables petits garçons, ils recrutent et ils créent ensemble une société, un studio photo, Sequoia. Influenceuse, oui. Entrepreneuse, oui. Mais face à l'urgence climatique aussi. Coralie traverse une période d'éco-anxiété à la naissance de ses enfants qui la pousse à changer toutes ses habitudes, à baisser sa consommation et à choisir de travailler qu'avec des marques engagées. Pari réussi. Mais Coralie ne compte pas s'arrêter là. Dans cette conversation, vous découvrirez le parcours de Coralie, les coulisses de son métier et sa relation avec les marques, son processus de décision, la réflexion derrière ses prises de parole, comment elle voit l'avenir de son métier et envisage la suite, plein de conseils pour votre propre cheminement et projet. Belle écoute! Hello Coralie! Hello Laura! Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup de m'accueillir par ici. Je suis extrêmement honorée que tu aies accepté mon invitation et je suis extrêmement contente de te reparler des années après. Est-ce que tu pourrais te présenter, Coralie, pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors, moi, je m'appelle Coralie, je suis instagrammeuse, influenceuse, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, comme on aime l'appeler, depuis plus d'une dizaine d'années. Ouais. Et voilà, à côté de ça, je suis maman de 2 petits garçons et future bientôt mariée à l'homme de ma vie. Mais oui, c'est Voilà. vrai. C'est vrai, il t'a fait une super jolie demande pendant un... J'ai été gâtée, en effet. Et je trouve que les mariages avec quand les enfants sont déjà nés, ça a encore plus de charme et de saveur. Personnellement, ça, j'en avais envie parce que je trouvais ça chouette qu'ils vivent le moment, même s'ils n'auront pas non plus 50 000 souvenirs. Rien que de me dire que c'est eux qui vont apporter les alliances, tu vois, des petites touches comme ça, et sur les photos, ils seront là. Enfin, je trouve ça encore plus chouette. Ouais, c'est clair.
exactement. Moi, je pense que ce sera aussi un projet de mon côté. Faut pas passer le message, c'est ça? Enfin, on s'est mariés pour partir à Dubaï, justement, parce que Ah c'était si, vous étiez obligé. mariés du coup Ouais, déjà, en fait, d'accord. on s'est mariés pour partir à Dubaï, parce qu'à la base, la Ouais, loi, c'était de se marier. Maintenant, ils l'ont fait sauter. Enfin, c'est plus du tout officiel. d'accord. Mais du coup, on a organisé en 3 semaines et on n'a OK, pas c'est un nouveau d'alliance. mariage Enfin, organisé. voilà. Exactement. Donc voilà, c'est prévu. Coralie, tu t'es lancée justement dans la création de contenu il y a déjà 11 ans. Tu as lancé ton Mmh. blog. Le temps passe puisque alors j'étais pas à ce moment-là sur les réseaux, mais Ah je pense que bon? je suis arrivée peu après. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ton blog? Alors, à l'époque, j'étais étudiante en école de commerce, en spécialisation digital marketing. Donc, on est un peu là-dedans. Je faisais un blog sur le plan professionnel parce que j'étais en apprentissage. Donc, je travaillais déjà depuis 5 ans. Et dans mes missions pro, j'avais celle de créer un blog pour ma boîte. En parallèle de ça, je suivais déjà pas mal de blogs. Et c'est clairement mes copines d'école à l'époque qui m'ont dit « Mais vas-y, fais-le toi. Enfin, t'adores les blogs, t'es hyper à l'aise. Enfin... » Ok, why not? Et du coup, c'était mon projet de fin d'études. Et je me suis associée avec 2 personnes qui étaient avec moi dans ma spé pour créer ce blog. Donc, on l'a fait ensemble, mais c'était vraiment à la base un petit projet pour montrer qu'on savait créer un site, qu'on savait fédérer un petit peu, écrire, mettre en page, etc. Et du coup, initialement, c'était ça. Ça a commencé vraiment dans des photos par des shootings dans Montpellier, parce que j'habitais Montpellier à l'époque, je faisais mes études là-bas. Dans les rues de Montpellier, au tout début, je cachais mon visage, c'était très drôle. Bon, très vite, j'ai arrêté de le cacher, mais c'était vraiment des looks, beaucoup de looks, parce qu'à l'époque, j'adorais la mode, j'étais, comme on peut dire, un peu accro du shopping. Je dépensais tout ce que je gagnais dans les fringues, Ouais. et donc ça a commencé par des looks photographiés par mes copines de promo, quoi. D'accord. Mais du coup, c'était un blog. C'était pour l'entreprise pour lequel tu travaillais ou c'était Non, un non, c'est autre en que tu as créé parallèle. J'ai pour créé un toi? blog à moi. J'ai créé Elles en D'accord. parlent du coup en parallèle parce que j'avais fait le blog de ma boîte et du coup je trouvais ça cool et pas si compliqué. Je faisais ça sur WordPress. Je l'ai fait toute seule. Mais ça me faisait un peu, ça m'apprenait à coder et tout. C'était super intéressant parce que même si WordPress il y a des thèmes, on code quand même un peu, donc c'était chouette. D'ailleurs, à ce moment-là, je créais des sites aussi pour des gens. Enfin, j'avais déjà une double casquette. J'ai toujours aimé de toute façon entreprendre. Donc déjà à 18-20 ans, fallait que je m'occupe à côté du boulot, à côté des cours, à côté du sport, à côté de tout ça, quoi. Tu sais d'où ça te vient justement cet esprit entrepreneurial dont tu parles, qui est arrivé vite, du coup? Pas du tout. En tout cas, pas de mes parents. Même si je les aime beaucoup. En tout cas, c'est sûr que c'est pas d'eux. Franchement, à la limite, un peu peut-être ma mère, dans le sens où elle ne m'a jamais, enfin, je vais être mauvaise en disant elle m'a jamais rien offert, mais si, évidemment, elle m'offrait quand même le strict nécessaire. Mais moi, depuis toute petite, j'ai toujours eu envie un peu de plus, même au collège, tu vois. Enfin, même si elle m'a acheté une paire de chaussures, j'en voulais une autre. Ouais. Donc, j'ai su qu'il fallait que je travaille. Donc, à partir du collège, j'ai commencé à donner des cours de sport, des cours de gym, acheter des juges et tout en gym pour me faire un peu d'argent de poche. Après, au lycée, j'étais des babysitting, mais pas que ça. Je travaillais tous les soirs. J'avais des enfants que je gardais vraiment tous les soirs. Donc, ce qui me faisait un vrai salaire. Donc, voilà, l'idée, c'est que ma mère n'avait pas envie de m'offrir tout ce que je voulais. Ce qui est tout à fait normal, je trouve, aujourd'hui. Et du coup, moi, j'avais envie de m'offrir ce que je voulais. Et donc, je me suis dit, ok, si tu veux t'acheter ce que tu veux, tu travailles, ma petite dame, quoi. Et donc, du coup, j'ai travaillé. C'était pas tant entreprendre, mais en tout cas, j'ai travaillé très jeune pour, pas tant parce que je manquais non plus, mais parce que j'avais envie de me faire plaisir, quoi, tout simplement. Et donc, j'adorais, en fait. Je déteste m'ennuyer, j'adore faire 10 000 choses en même temps. Et donc, du coup, dès que je m'ennuyais un peu, fallait que je fasse quelque chose. Donc, les vacances, fallait que je bosse. Mais dès le collège-lycée, tu vois, enfin, c'est très tôt Ouais. que ça arrive. Ça m'occupait en fait. C'était aussi pour partager un peu mes passions et tout. Et je me disais, ça, c'est cool, c'est quelque chose qui change. Parce qu'à l'époque, pour le coup, ça changeait. Il y avait très peu de blogs. Voilà, t'avais le blog de Betty, t'avais les filles que je suivais à l'époque, Pauline Fashion Blog, qui existe encore, hein, Pauline Privès aujourd'hui, Émilie Brunette, The Brunette à l'époque, donc c'est Émilie Dodin maintenant, je crois, de mémoire. Voilà, du coup, les blogs que je suivais à l'époque, j'adorais ce qu'elles faisaient. Et je me disais, ouais, j'avais envie, c'était vraiment pour occuper, pour apprendre aussi, enfin, le fait de créer un blog, d'apprendre la photo, enfin, d'apprendre à coder. J'adorais apprendre, en fait, déjà à l'époque, enfin, j'ai fait 5 ans d'études et, bon, ce qui est classique, mais, je sais que l'école, moi, j'adorais ça et du coup, d'apprendre des choses en parallèle et d'aller plus loin que ce que mes études m'offraient, pour moi, c'était hyper riche et, donc c'est parti un peu de là, quoi.
Trop chouette. Et pourquoi ce nom, Elles en parlent, qu'on a dû déjà te demander? Je me suis fait un vrai brainstorming sur, tu sais, quand t'étales plein de mots partout en disant où on va, quoi. Et parce que même si c'était juste un jeu, je l'avais fait de façon très professionnelle parce que je l'ai présenté en fin d'année et tout, donc fallait faire ça bien. Donc du coup, Elles en parlent, c'était pour pouvoir aborder tous les sujets dont les filles parlent. Elles parlent de mode, elles parlent de déco, elles parlent de voyage, elles parlent de tout ça et elles en parlent où? Sur ce blog, parce que l'idée du blog, c'était vraiment l'échange. Moi, j'ai créé un article, mais il y avait énormément de commentaires à l'époque. Enfin, vu qu'il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça, c'est vraiment dans les commentaires que tout se passait. Donc là, on partageait un look et tout le monde allait laisser un commentaire et tout le monde allait se balader de blog en blog pour aller voir le look des copines, etc. Et donc, on en parlait ensemble sur ce support. Voilà. J'adore, c'était intelligent finalement. Moi, c'était, tu vois, le blog de Malou. On comprend pas trop aujourd'hui, mais voilà, l'idée, il y avait vraiment une idée derrière. Ouais, il y avait une réflexion. Toi, donc justement, quand tu tenais ce blog, donc il n'y avait pas encore Instagram, hein, qu'on le sache. Tu travaillais donc à ce moment-là en entreprise. Et comment tu t'organisais pour gérer les deux en parallèle? Tant que j'étais en entreprise, le blog, c'était, je publiais un article par-ci par-là, il y avait rien de très sérieux. J'ai vraiment pris du temps pour le lancer plus quand j'ai fini mon contrat du coup en entreprise. J'ai pas trouvé de boulot tout de suite et du coup je me suis dit bah tiens, tant qu'à faire, quitte à être au chômage parce que j'avais la chance d'avoir le chômage grâce à mes 5 années d'apprentissage, quitte à être au chômage, autant utiliser ce temps pour en faire quelque chose qui serve à quelque chose, quoi, entre guillemets. Sur mon blog. Donc c'est vraiment là que j'ai passé du temps à écrire et j'écrivais beaucoup à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Beaucoup d'articles même humeur où je racontais un peu ce que je ressentais, où je mettais des mots un peu sur tout ça et j'adore écrire de base au-delà de parler, même si ça on le sait que j'adore ça. Donc du coup c'était vraiment des photos qui agrémentaient des textes et après du coup soit des photos de look et après un blabla un peu humeur en dessous, soit vraiment des articles ciblés humeur dès le début où je parlais de ce que je ressentais, de comment je vivais le fait que à l'époque on avait une vraie crise sur le fait de trouver du boulot. Enfin, il y avait vraiment un problème sur le marché du travail. Il y en a eu beaucoup depuis aussi, je pense, mais en tout cas, on était beaucoup à sortir d'école et ne pas avoir de boulot, alors que moi, j'avais sur le papier tout ce qu'il fallait, quoi, le master avec mention. Enfin, j'avais fait 5 ans d'apprentissage dans une très grosse boîte. Enfin, sur le papier, normalement, j'aurais pas dû galérer à trouver du boulot et finalement, ça n'a pas été si facile. Et du coup, j'ai beaucoup parlé sur ça. Et je personnifiais à l'époque mes sentiments et tout. Enfin, voilà, je mettais des mots sur mes émotions, un peu sur tout ça. Et j'ai beaucoup d'articles humeur, en fait, qui ont buzzé un peu à l'époque. Il y avait une plateforme qui s'appelait Hello Coton, je sais pas Ah comment oui, je me souviens. qui recensait tous les articles du jour, en fait, qui tendance. Et du coup, ça nous générait beaucoup de vues sur les blogs. Et moi, du coup, mon blog était souvent mis en avant par cette plateforme, aussi bien mes articles voyage qu'humeur que mode. Et du coup, c'est vraiment Hello Coton qui m'a aidé au début à décoller et à générer une petite communauté au début sur le blog. Et après, très vite sur Instagram, parce que j'ai créé Instagram, je sais pas, en 2012, 2013 peut-être le Instagram. Donc ça fait 10 ans, ouais, c'est ça. Et du coup à l'époque c'était le début d'Instagram, mais du coup très vite ça a monté parce que comme on n'était pas tant que ça à être actif dessus, c'était facile d'être mise en avant même par Instagram et tout. Et puis toi, tu avais un vrai univers, alors que tu as toujours, mais que tu as forcément fait évoluer. Mais toi, Coralie, c'était le rose, quoi. De mémoire, il est arrivé en 2014-2015, tu vois, donc, mais bon, voilà, mais c'était pas en 2013 direct. 2013, en vrai, on retouchait surtout des photos, on servait surtout d'Instagram, tu sais, pour mettre un filtre moche dessus et tout, et poster la photo sur Facebook aussi, parce que je n'ai même pas ma page Facebook, qui avait quand même 10-15 000 abonnés aussi à l'époque. Ah ouais. Plus qu'Instagram au début. Et, mais après, Facebook s'est perdu, quoi. Mais du coup, ouais, et après, très vite, le rose est arrivé, je crois que ça va être en 2015. C'était la mode du pastel et tout, et moi, je l'ai poussé à fond, quoi. Mais oui. Je l'ai poussé dans un univers je parlais déjà beaucoup de déco, hein, mine de rien, même si c'était que ma chambre. J'avais déjà des articles déco, j'étais déjà sur des petits do it yourself, sur les décors, les cadres et tout, en masking tape. Enfin, je partais déjà loin quand même. Mais ouais, j'ai essayé d'avoir en fait, tout de suite, j'ai eu besoin d'une cohérence graphique et j'ai fait de la com, hein, de base, de la com, du marketing. Donc voilà, faut que ça soit joli, faut que ça aille ensemble, faut que ça donne envie. Et donc, tout de suite, mes photos, mon feed, tout de suite était super important. Et ça, le feed, pour le coup, à l'époque, c'était hyper important pour Instagram. Et c'est vraiment ça qu'il mettait en avant. Donc voilà, c'est grâce à ça que mon compte a grandi tout doucement, quoi. Mais tout doucement, tu vois, j'ai pas fait une émission de télé qui m'a fait connaître, tu vois. J'ai pas un truc qui m'a fait, même Hello Coton, ça m'a fait gagner un peu d'abonnés, mais c'est pas, parce que d'autres vont faire vivre un événement qui va vraiment les faire monter. Moi, non, c'est vraiment tout petit à petit.
Ouais, exactement. Mais tu maîtrisais déjà les codes du personal branding, on peut dire, Ça, avec exactement. ce rose très poussé. Sans mettre de mots sur tout ça à l'époque, à vrai dire. Exactement. Mais oui, ça, je le faisais un peu naturellement. Parce Ah que ouais, je me disais, ouais. après, très vite, j'ai trouvé du boulot quand même, du coup. Enfin, Oui. très vite, 1 an après. Mais j'en ai bien profité, en fait, de mon chômage. J'avoue que ça m'arrangeait bien. Je suis Ouais. partie aux États-Unis pendant 1 mois et demi, 2 mois, avec ma meilleure amie. On a fait beaucoup de photos à l'époque, des articles voyage qui ont été très lus sur les USA, que je déteste aujourd'hui quand je les revois, mais bon, à l'époque. Donc, ouais, bon, j'ai quand même poussé le blog à fond pendant une bonne année. Ouais. Et au bout d'1 an, mes parents m'ont fait comprendre, bon, c'est bon, ma chérie, t'es bien mignonne, mais là, tu vas travailler. Oui, parce qu'à cette époque, on est d'accord, il y avait aucun mode de rémunération avec. Tout, c'était vraiment pour le kiff. Voilà. Quoi. J'avais des cadeaux. Oui, le premier cadeau que j'ai eu, je crois que c'était Voilà. une paire de chaussures. J'étais comme une dingue. Je crois que c'était Zalando ou un truc comme ça qui m'a offert une paire de chaussures. Je crois que c'était des Stats, tu vois. Enfin, j'étais comme une folle, mais c'était, voilà, jamais on imaginait gagner 1 seul euro Bien là-dessus. sûr. C'était pas du tout pour ça qu'on le faisait. Et c'est vrai que moi, du coup, aujourd'hui, quand on me disait, mais comment t'as fait pour en vivre, etc., ben, j'ai passé des heures et des heures, mais j'ai même pas passé des heures et des heures à me dire, je vais en vivre un jour. Oui. J'ai passé des heures et des heures par passion, en fait, juste parce que je kiffais écrire, je kiffais prendre des photos, les retoucher, je kiffais mettre en page, je kiffais raconter, échanger avec tous ces gens, et je m'éclatais, en fait. Enfin, mais les premiers partenariats, ils sont dû arriver en 2015, je dirais, à peu près. Ouais, donc très tard, ouais. À peu près. Mais j'avais déjà, je pense, 50 000 abonnés sur Instagram, tu vois. Enfin... Tu te rappelles, du coup, de tes premiers cachets, justement, avec le blog, avec Insta? Je pense que c'était un article blog, parce qu'à l'époque, du coup, il y avait plus d'argent. Enfin, les premières fois qu'on était contactés, c'était plus pour des articles blog que pour des posts Instagram. On n'imaginait même pas faire payer un post Insta. Un post Insta, c'est tellement spontané. Tu sais, c'est une époque, 2015, où moi, je postais 4 photos par jour. Parce que je postais le matin ma photo... Attends, ça va couper... Non, c'est bon. Je postais ma photo de mon look du jour. Ensuite, je postais mon repas. Ensuite, je postais une photo de mon chat quand je rentrais bosser pour lui montrer comme il était trop mignon. Mais du coup, par jour, je postais sans problème 3 photos. De toute façon, il n'y avait pas les stories, il n'y avait pas tout ça. Donc, si on voulait créer du lien, fallait poster tout le temps, tu vois. On n'était pas moins mis en valeur parce que on postait trop de photos. Au contraire, plus tu postais, plus t'étais montré. Il y avait pas d'algorithme, en fait. Enfin, c'était pas en fonction de tes intérêts. C'était... Tout ce qu'on postait était montré à tout le monde. Voilà. Mais parce qu'il y avait beaucoup moins de gens aussi sur Instagram. Oui. Donc, du coup, c'était plus facile pour Instagram, je pense, pour montrer tous les contenus. Aujourd'hui, ça serait impossible. Si tu devais voir tous les contenus de tous les gens que tu suis, c'est clair. C'est très lourd. Enfin, impossible. Ils l'ont fait naturellement parce qu'il y avait un besoin, malheureusement aussi. Je pense que voilà, c'est pas juste pour nous ennuyer qu'ils ont créé cet algorithme. Tout à fait. Donc ouais, le premier partenariat que j'ai eu, et ce qui est génial, c'est que je viens de réaliser que c'est une marque avec qui je travaille encore, et c'est KitchenAid qui m'avait offert un robot, mais c'était pas un robot pâtissier, c'était un robot multifonction de mémoire, et c'était un article blog, c'était un robot qui était rouge, je m'en souviens que j'avais shooté dans mon petit appartement, parce qu'à l'époque j'avais donc quitté mes parents quand même, j'avais mon boulot, et je faisais le blog en parallèle de mon boulot, et du coup ouais, j'avais mon petit appartement de 20-30 mètres carrés, qui était tout blanc et rose. Et du coup, j'avais pas mal de fonds photos et tout pour mes shootings. Donc voilà, c'est le premier partenariat rémunéré en tout cas que j'ai eu. Mais j'avais dû gagner, je sais pas, 300 €, je pense. Alors que je devais avoir déjà 70 000 abonnés, tu vois. Enfin, aujourd'hui, quelqu'un qui a 70 000 abonnés, j'avais fait des stories, j'avais pas story, pardon, j'avais fait un post Instagram, j'avais fait le blog et tout, j'aurais demandé beaucoup plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était déjà énorme. Pour moi, 300 €, c'était dingue, quoi, c'était fou. Et donc, j'avais créé mon auto-entreprise, bien évidemment. En fait, je l'avais déjà, parce que comme je t'ai dit au début, je faisais des sites, en fait, pour des professionnels et des particuliers. Donc, du coup, je facturais déjà en tant que pro. D'accord. Donc, j'avais déjà mon entreprise pour la création de sites internet. Et des fois, des logos, je faisais des petites affiches pour des événements, je travaillais pas mal pour des petites mairies, pour ce genre de choses aussi. Donc du coup j'avais déjà mon site, donc c'était mon statut, pardon, donc c'était facile et voilà, c'est mon premier partenariat et je suis trop fière de continuer à travailler à KitchenAid 7 ans après, quoi. Ah ouais, c'est trop cool. C'est trop cool. S'ils écoutent cette interview, ça va leur rappeler des souvenirs. Je pense pas que ça ait les mêmes contacts en interne, malheureusement, mais ouais. Et ensuite, j'imagine, du coup, les partenariats sont devenus de plus en plus fréquents. Les marques ont compris le potentiel de l'influence parce qu'au départ, ils étaient très frileux. Vous aussi. Parce qu'on l'avait pas compris ni imaginé en amont, quoi. C'est ça. Exactement. Et donc, à quel moment pour toi, déjà, est-ce que tu étais heureuse, dans cet équilibre de la casquette du coup en entreprise et la casquette à ton compte, quoi, à côté? Et à quel moment tu as
envisagé, enfin comment ça s'est passé ton passage à l'auto-entrepreneuriat pur, on va dire? Alors, ça a très vite été compliqué parce qu'en parallèle, en plus, j'avais créé un e-shop qui s'appelait Les Jolies Choses. Et c'était pas juste de la revente de produits, c'était des produits que je créais ou que je faisais créer en totalité, mais que j'imaginais en totalité. Donc je travaillais avec un bijoutier qui était devenu un ami sur Paris, qui me créait des bijoux, mais totalement, tu vois, moi j'étais à fond sur les chats, c'était vraiment mon animal totem un peu à l'époque. J'avais mon chat et tout, et je communiquais beaucoup avec lui. Et du coup, on avait fait des petits bracelets où c'était un petit chat, voilà, qui était donc en argent, en or, etc. On avait fait des nuages et tout, parce que j'étais beaucoup dans le côté rêve, dans le côté vraiment l'idée de mon Instagram et de mon blog, c'était de faire que les gens s'évadent en fait, que les gens pensent à autre chose et leur créer une bulle de douceur, une bulle d'amour et voilà, qu'ils se sentent bien. Et du coup, j'avais créé ça, je faisais des agendas complètement personnalisés avec Ombline du coup qui fait toujours partie de ma famille en plus. Je faisais des planches à découper en forme de chat avec une ébéniste que j'avais rencontrée un jour sur un marché. Enfin, du coup, je faisais beaucoup de produits pour ce t-shop qui fonctionnait très bien. Mais du coup, je gérais la réalisation, pas la production, parce que du coup, c'est tous les prestats avec qui je bossais, mais bon, quand même, tout le suivi, c'est moi qui allais à l'imprimerie, voir où ça en était, qui faisait les corrections sur les BAT et tout, pour l'agenda, c'était un boulot de malade, ça. Je faisais des affiches et tout aussi, bref. Et après, je faisais bien évidemment les envois, les services après-vente, la gestion des réseaux sociaux du site et tout. Et c'est vrai que ça, à partir du moment où j'ai commencé Les Jolies Choses, donc c'était en 2015, je pense, waouh, j'ai compris que c'était compliqué entre le boulot, les jolies choses et le blog. En fait, c'était simple. J'ai pris un appartement juste à côté de mon boulot, mais vraiment l'immeuble en face. Comme ça, vraiment, t'as pas de soucis. Et du coup, le matin, je bossais sur le blog. Entre midi et 2, je rentrais chez moi, je bossais sur le blog, je mangeais pas, enfin, je grignotais un kiri, un truc comme ça. Et le soir, en fait, souvent, il y avait énormément d'événements à cette époque-là. Oui. Donc, juste après le boulot, je filais sur Paris, parce que j'étais à un quart d'heure de Paris, et j'enchaînais les événements, et je rentrais chez moi, et jusqu'à minuit, je bossais, quoi. En fait, j'avais pas de vie. Ouais. Mais j'adorais ça, ne pas avoir de vie. Enfin, je veux dire, moi, j'adore faire 10 000 choses à la fois. Donc, pour moi, c'était logique, en fait, c'était ma vie qui était comme ça. Mais l'élément déclencheur à ma prise de conscience qu'il fallait peut-être que j'arrête de mener cette vie-là, c'est d'avoir rencontré Mathieu, qui est donc mon futur mari. Je l'ai rencontré du coup début 2016, et en fait très vite, il m'a fait comprendre que fallait que je lui fasse une petite passe, quoi. Parce que bon, avec la vie que j'avais, c'était non, attends, par cette semaine j'ai 0 dispo, semaine prochaine si tu veux jeudi, 18h20, parce qu'après à 20 j'ai un truc. Enfin, oui, c'était bien. Et puis lui, en plus, il était photographe déjà. Il était déjà vidéaste. Donc, il bossait beaucoup le soir. Il bossait beaucoup le week-end. Donc, c'était compliqué de mélanger nos deux emplois du temps. Donc, très vite, on s'est dit, il va falloir faire quelque chose. Lui, il a lâché son boulot 3 mois après qu'on soit ensemble. Et moi, du coup, j'ai lâché mon boulot 6 mois après qu'on soit rencontrés. Et 7 mois après, on bossait ensemble. Ah ouais, tu vois, je savais pas ça. Donc, grosse prise de risque quand même. Parce que vous connaissez à peine. Vous lâchez vos boulots et vous bossez ensemble. En fait, ça s'est fait hyper naturellement. Ça faisait seulement 1 mois qu'on était ensemble que j'ai eu une proposition par le BHV à l'époque, je m'en souviens, qui me demandait de faire une vidéo. Et d'habitude, je prenais des vidéastes ailleurs, etc. Et là, je me dis, c'est quand même dommage que je fasse appel à un vidéaste alors que t'es vidéaste et qu'on est ensemble. Et en fait, dès qu'on était ensemble, pour le coup, avec Mathieu, on s'est pas lâché. Enfin, même si c'était compliqué par rapport à mon boulot et tout, dès qu'on pouvait se voir, on se voyait. Et donc, c'était hyper naturel tout de suite. C'était parfait tout de suite, c'est dingue. Enfin, c'est comme dans les films. Enfin, je sais pas, je savais pas que ça existait et je pensais pas que ça existerait un jour en tout cas. Et je l'ai vécu et du coup très naturellement, il a fait cette vidéo pour le BHV et ça a cartonné parce que Mathieu est très doué, même s'il le dira jamais dans ce qu'il fait et il a une patte, il a de l'émotion dans ce qu'il raconte, dans la façon de filmer, etc. Et surtout qu'on travaille ensemble, le fait de faire ça en couple, t'as une émotion supplémentaire qui se ressent à travers les contenus. Et je pense que les marques ont adhéré tout de suite, même de par les photos, etc. On a une qualité de photo qui est montée en flèche à partir du moment où il est rentré dans ma vie, hein, c'est logique. Hein. Donc du coup, tout de suite, je me suis dit mais il faut saisir l'opportunité. Et lui, en vrai, il était payé au lance-pierre dans ses boulots respectifs. Il avait plusieurs boulots, mais il gagnait vraiment pas grand-chose. Donc je lui proposais des contrats où il était beaucoup mieux rémunéré. Donc tout de suite, il m'a dit OK, oui, je serais débile de garder mon job alors qu'en fait, je peux gagner beaucoup mieux ma vie avec toi. Donc on tente, si ça marche pas, on arrêtera, mais on tente quoi, ça coûte rien d'essayer. Et donc voilà, au bout de 6 mois, on était ensemble, j'ai lâché mon boulot, j'ai quitté mon petit appart, on a emménagé tous les deux, enfin tout s'est fait d'un coup. Et voilà, finalement, on s'est plus jamais quitté, on n'a jamais regretté. Il y a toujours des moments aujourd'hui où c'est pas hyper facile, hein, bien évidemment. J'imagine. Ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble, hein. Donc c'est pas facile tous les jours non plus, mais pour rien au monde, je ferais ça avec. Enfin,
pour rien au monde, je continuerai à faire ce que je fais en fait sans lui aujourd'hui, parce qu'il a tellement tout grand, tout connu, il m'a tellement supporté. C'est tu vois, quand t'es à ton compte, tu sais ce que c'est au quotidien que t'as des remises en question sur ce que tu vas faire, il te faut une épaule sur laquelle t'appuyer, et lui c'est mon épaule, c'est ma béquille, enfin voilà, j'en ai trop besoin, je peux pas vivre sans lui quoi, et je peux pas faire ce que je fais sans lui quoi. C'est une vraie force, c'est trop bien. Et on va parler justement de tous les projets aussi parallèles que vous avez mis en place. Aujourd'hui, toi, tu n'es pas seulement créatrice de contenu, comme à première vue, on va dire, les gens qui te découvrent peuvent penser. Tu as plusieurs projets. Tu as un projet donc dans la déco, où vous faites pas mal de décoration d'intérieur, dans la photo, avec Studio Sequoia. Je sais pas si je prononce bien. Et ce matin, on était en shooting d'ailleurs. Ben voilà. Tu es une vraie entrepreneuse. Toi, aujourd'hui, comment tu te définis justement? Comment tu définirais ce que tu fais, ton métier? Couteau suisse. Couteau suisse créatif. Ce qui est marrant, c'est que c'est déjà le terme que j'avais employé il y a 10 ans pour me présenter sur mon CV à l'époque. Mais ça n'a pas changé. En fait, très vite aussi, on a voulu apprendre de nouvelles choses. Enfin, si j'ai fait le tour de ce que je fais, je m'ennuie. Donc la déco et le retapage de meubles, etc., très vite, c'est arrivé dans le sens où il fallait que j'apprenne quelque chose de nouveau. Et ok, ça, je maîtrise pas. Ok, on fonce. Là, tu vois, on a un atelier au fond du jardin qu'on va complètement retaper. On devait au début faire pas mal de choses. Là, le maçon nous lâche. Ok, la dalle béton, on va la faire nous-mêmes. Ok, le placo, on va le faire nous-mêmes. Il y a des choses qu'on n'a pas encore fait, mais c'est génial en fait. Et là, c'est après, on a regardé des vidéos et tout. Et la semaine prochaine, c'est parti. On va acheter une bétonnière, on va la louer, on va faire notre béton. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, à n'importe quel âge, tu peux continuer à apprendre quelque chose. Et c'est tellement riche et tu te sens tellement plus... Enfin, j'aurais pas pu avoir un métier où je fais la même chose tous les jours et je rentre chez moi, j'ai l'impression de rien avoir appris. Enfin, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est que tous les jours, je me crée de nouvelles opportunités. Elles arrivent pas toutes seules, c'est moi qui me mets dans la déco, donc je travaille avec des marques de déco. C'est moi qui me mets dans la photo, donc des gens me contactent pour que je leur fasse des photos. C'est pas juste parce qu'on est influenceur sur les réseaux qu'on a des clients, c'est parce qu'on sait faire de la photo. C'est tout. Parce que maintenant, même moi, Mathieu m'a énormément appris. Lui, il était de formation photographe, moi non, pas du tout. Mais j'ai énormément appris parce que je suis passionnée de photographie et que j'ai l'œil, sans vouloir... j'ai l'œil quand même à force, maintenant c'est bon, j'en suis consciente. Donc du coup, on ose en fait sortir d'autres cordes à nos arcs parce que moi, faire que de l'influence, j'ai des valeurs aujourd'hui qui font que ça me correspond plus. Enfin, je m'imagine pas dans 10 ans influenceuse, en gros, tu vois, par exemple. Après, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Je pense qu'il y a 8 ans, je m'imaginais pas 8 ans plus tard influenceuse. Donc, du coup, on peut pas savoir, mais en tout cas, on ne veut pas aussi se former à un seul secteur d'activité. Aujourd'hui, on a une assistante, j'ai un agent avec qui je bosse sur Paris. Enfin, du coup, on est 4, en grande partie à vivre de Elles en parlent. Et tu te dis, tu peux pas juste... dépendre d'un réseau comme Instagram parce qu'aujourd'hui le blog pour le coup il y a plus d'argent, hein, tout est arrivé sur Instagram par la suite, donc c'est beaucoup trop dangereux. Donc moi aussi c'est une sécurité. Je me suis lancée à mon compte à une époque où mon père m'avait dit ok tu te lances mais tu mets X 1000 € de côté pour me prouver que t'en es capable. Et donc j'avais dû mettre de côté avant pour lui dire ok papa tu vois là c'est ce que j'ai gagné depuis le début de l'année, tu le vois ça génère vraiment des revenus, fais-moi confiance. Parce que pour mon père c'était très dur de se dire mais t'as un bon poste dans une grosse boîte, tu gagnes pas ta vie, t'as un 13e mois, un intéressement, pourquoi tu te fais chier quoi. Enfin, lui il est ingénieur tu vois, enfin lui il faut que ça soit carré quoi. Et donc je lui ai prouvé que je pouvais gagner de l'argent, que c'était sérieux, que c'était pas, et que je travaillais vraiment, que c'était pas juste une lubie quoi, que j'avais une vraie organisation, que je créais quelque chose de qualitatif, que voilà, j'étais pas juste là à faire des vidéos sur mon téléphone quoi. Bien sûr. Pour le coup c'est des gros shootings qu'on organisait à l'époque, on organise toujours et voilà, on raconte vraiment des histoires, on passe du temps à écrire nos contenus. Enfin, derrière chaque vidéo qu'on sort, on ne dirait pas comme ça, mais t'as des heures et des heures de boulot, comme si par exemple, je pense à une vidéo pour une marque de beauté, tu vois, une vidéo beauté sur un réel beauté, et comme sur un speech de publicité, ça va être pareil. Tu vas écrire chaque plan, tu vas les imaginer, tu vas réfléchir. Ensuite, quand tu vas monter, tu vas tourner plan après plan, ou dans le désordre, et tu feras le montage après. Ensuite, t'as évidemment la musique, caler les plans en fonction, etc. Enfin, voilà, c'est un vrai métier. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi bien faire de la vidéo et donc le matin, l'après-midi retaper un meuble, le soir faire un shooting en plein dans les champs d'automne, rentrer. Enfin voilà, moi ce que j'aime
et ce que le plus dans mon métier aujourd'hui, c'est que je ne fais jamais la même chose. Et justement, j'allais te parler d'une journée type. Alors, on comprend que tu fais jamais la même chose. C'est quand même en grande partie à fonction des projets, mais après, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de déléguer aussi. C'est parce que je délègue beaucoup que je peux me permettre aujourd'hui de m'adapter complètement au quotidien. Mais les gens avec qui je travaille ont un rythme plus stable. Donc le lundi matin, on a quand même évidemment un point, c'est général, quand on peut. Ce matin, on est en shooting, tu vois, donc là on a encore tout cassé, mais on essaie d'avoir un point quand même qui reprend tous les projets en cours. En fait, moi, je suis hyper organisée, mais naturellement, je fonctionne de façon très simple avec les notes de mon téléphone, tu vois. J'ai pas, je prends pas de notes à l'écrit, je fais tout sur mon téléphone parce que je trouve ça beaucoup plus simple. On a tout, on fait tout en partagé. Aujourd'hui, c'est tellement riche, on peut permettre de mettre tout le monde accès à un calendrier, etc., accès aux notes partagées, et donc de savoir où on en est. Tu mets quand t'as fini une tâche, etc. C'est hyper clair. Et donc on a évidemment des temps où on se retrouve tous ensemble avec une organisation très précise, mais la compta, on la gère plus, hein, on a cette chance-là. Mathieu la surveille un peu de loin, mais ça, c'est notre comptable qui gère, donc c'est vrai. Mais après, il faut se donner un rythme, il faut s'obliger. En tout cas, ce que je faisais surtout au début, c'était de m'obliger à me préparer. C'est bête en fait, mais aujourd'hui, j'ai plus le choix parce que j'ai mon assistante qui vient. Mais c'est vrai que quand j'étais à mon compte, toute seule dans mon appart, il y a des matins où tu dis, oh, c'est bon, je reste à l'arrache, limite en pyjama, quoi. Mais non, en fait, très vite, j'ai eu un moment, 6 mois après m'être lancée, où j'ai fait une mini dépression parce que je me sentais ultra seule. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait, ma pauvre fille là. Mes collègues me manquaient énormément, le rythme, les horaires me manquaient énormément, et donc je me suis forcée à en avoir. Ouais. Maintenant, j'ai les enfants qui me forcent aux horaires, donc j'ai plus ce souci-là. Mais à l'époque, je bossais beaucoup de nuit et tout, et j'ai dit non, faut arrêter. Je bosse toujours un peu de nuit, mais il faut quand même avoir des horaires, un réveil, et s'obliger à se dire le matin, je me mets sur mon téléphone et je réponds aux messages, je regarde un peu les mails. L'après-midi, on part plutôt en shooting. D'avoir un rythme un peu plus précis. Moi, je pense que surtout au début, c'est indispensable. Ouais, après, ça se fait naturellement quand t'évolues. Des fois, ce rythme est un peu cassé, mais c'est pas grave. Et le plus important, c'est vraiment au début, quoi. Très bien. Aujourd'hui, justement, ce que tu as expliqué, c'était intéressant. C'est que quelle est ta vision finalement de l'influence ? Parce que tu disais que justement, tu voulais développer aussi des projets parallèles parce que ça te passionne, mais aussi parce que dans 5-10 ans, tu ne te vois pas forcément influenceuse, entre guillemets, créatrice de contenu uniquement en tout cas. Quelle est ta vision aujourd'hui de l'influence ? C'est pas facile comme question. Aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses, notamment au niveau des lois et tout, qui sont en train de sortir. Ouais. Ils sont en train d'encadrer. Mais c'est très difficile de dire qu'en fait, ils encadrent quelque chose qui est mon métier depuis 8 ans. En fait, moi, je suis sans règles depuis 8 ans, et là, ils vont me donner des règles qui sortent de nulle part, et c'est des gens qui ne connaissent même pas ce qu'on fait, qui les écrivent. Mais ça, je pense que c'est un peu le principe de tous les métiers. Je pense que les lois ne sont pas faites par des gens qui maîtrisent le sujet. C'est bien dommage d'ailleurs, mais bon, ça, c'est un autre sujet du coup. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a plein de coins, il y a plein de zones d'ombre un peu sur cette nouvelle loi, et beaucoup de choses qui sont juste hallucinante, et on marche sur la tête et pas du tout adapté en tout cas à ce que nous on fait au quotidien. Donc peut-être plus à des gens de télé-réalité, mais clairement on n'est pas concernés. Donc du coup je prends beaucoup de distance par rapport à ça m'écœure un peu, et c'est l'un des points qui fait qu'on a envie de faire autre chose, parce que être obligé de marquer publicité sur 50 stories parce que t'as reçu un canapé 3 ans avant, ça me correspond pas trop. Il y a quand même des choses qui sont sorties. Je sais plus qui c'était qui a dit ça récemment. Il y a eu une journée où Bruno Le Maire a rencontré pas mal d'influenceurs pour échanger du coup de vive voix sur sa fameuse loi. Et il racontait justement du coup qu'il fallait qu'on dise explicitement ce qui était offert, ce qui n'était pas offert, etc. Ce que je comprends totalement. Moi, le jour où on m'offre quelque chose, je le dis, et je l'ai toujours dit. Moi, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ils mettent des lois sur quelque chose que je fais toujours. J'ai toujours été... Ouais. Toujours été très clean. Moi, je parle du fait que c'est rémunéré depuis le début. Je n'ai jamais caché un seul partenaire, etc. Mais comme ce n'est pas le cas de tout le monde, ils sont obligés de faire des lois. Sauf qu'au lieu de faire des lois qui déjà permettraient de respecter ce qui était censé être obligatoire depuis des années, ils vont trop loin. Ils font des lois qui sont juste donc là, ils te disent que si en fond de ta story, on voit un produit qui a été offert, donc moi, typiquement mon canapé qui m'a été offert il y a 3 ans, il faut que j'indique sur ma story que c'est une collaboration commerciale non rémunérée, produit offert il y a 3 ans, par exemple. Ouais, parce que des gens peuvent me demander, ton canapé, tu l'as acheté où ? Ce qui est vrai. Mais je suis pas en train de faire la pub pour un canapé, faut arrêter quand même. Et du coup, la suggestion de Bruno Le Maire, c'est une blogueuse beauté, je crois qu'il a une influenceuse beauté qui lui a demandé, parce qu'il disait, mais moi j'achète aussi beaucoup de make-up, ce mascara-là, cette marque-là m'en offre, je saurais plus si ce mascara-là m'a été offert, et pas celui d'à côté. Le jour où tu le reçois, tu t'en souviens, mais 6 mois après, tu sais plus quoi. Ce que je peux comprendre totalement. Moi, un canapé, je m'en souviens parce que c'est une grosse pièce, mais un mascara, je peux totalement comprendre. Bruno Le Maire a suggéré qu'on mette des gommettes sur ce qui nous était offert.
Ah ouais, non, mais ça va Donc, je trop me suis loin. dit, allez, sur mon sac pollen, je vais foutre une petite gommette. Ouais, non, ça va beaucoup trop Sur mon loin. top. Faut que les gommettes passent en machine. Hein. Je vais voir avec Akies, avec qui je travaille pour les étiquettes. Tu sais, comme pour les enfants à l'école, on va mettre une gommette produit offert. Ouais. Non, Enfin, c'est ridicule. Et donc, franchement, aujourd'hui, en fait, on en est à calculer et à se méfier de chaque story qu'on va poster parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de contrôles. Là, ils vont durcir énormément les contrôles. Et que moi, comme je suis un peu en mode ras-le-bol, je suis pas sûre de respecter parfaitement toutes les mini-lois qu'ils vont nous donner parce que je les trouve ridicules. Mais du coup, je vais me faire retomber dessus, je vais me faire un contrôle fiscal surtout. Enfin, c'est ridicule. Et du coup, t'en es là, à tout contrôler. C'est dommage parce que le but d'Instagram. Oui, on en perd de l'authenticité, quoi. Complètement. Et là, ça perd. Donc c'est vrai que c'est un peu écœurant. Donc j'essaie de m'en éloigner parce que il y a des moments où ils nous mettent un peu des coups de pression en disant ça sera mis en place demain. Et après t'apprends que Bruno Le Maire leur dit on en reparle dans 6 mois. Bon, c'est que ça va. On n'a pas trop à s'inquiéter du coup si on en parle dans 6 mois. C'est clair. Mais c'est que du coup tu sais pas ce qu'il faut faire parce qu'en plus il y a pas de communication sur le sujet. Donc c'est à toi d'aller piocher les infos où tu peux pour te dire là je poste un partenariat, est-ce que je dois marquer en gros sur ton Montréal publicité, est-ce que je dois marquer publicité, collaboration commerciale rémunérée, partenariat rémunéré. Oui, il y a rien d'officiel, il y a rien gravé dans le marbre. Donc il y a des conflits, des blabla, des gens qui ont fait la réunion, enfin comme on entend aussi que tous les produits qui nous sont envoyés offerts, il faut les déclarer à la fin de l'année. Il y a ça aussi, sauf qu'il y a rien de clair du tout. D'éclairer. Donc certains disent on devra juste payer la TVA, d'autres voudraient dire oui, ce sera TVA plus 20%, c'est-à-dire 40% du produit. Enfin, donc du coup, moi j'ai arrêté mon projet J'irai décorer chez vous à cause de ça, parce que du coup ce projet, le principe c'était d'aller faire la déco chez les. En gros, je reçois une pièce et plutôt que d'installer chez moi, je l'installe chez une lectrice, mais plutôt que de juste installer la pièce, qui peut être le canapé notamment, parce que ce qu'on a fait sur un salon il y a quelques mois, je refais toute la pièce, donc de la peinture, on a refait de l'enduit, on a fait vraiment de tout, et après on amène toute la déco, les meubles, etc., tous les autres meubles, mais bon, pour les autres meubles, bien évidemment, on n'est pas rémunéré, on est rémunéré pour le canapé, ce qui nous permet de rentabiliser un petit peu le temps passé. Mais clairement, si on doit payer tout le reste, on s'en sort pas. Parce qu'on ne peut pas offrir ça aux gens non plus. Il y a un moment, je veux bien être gentil, mais c'est pas possible, quoi. Donc, du coup, ça tue des projets comme ça sur lesquels je travaille depuis longtemps et qui se passent très bien en plus. Donc, c'est hyper frustrant parce que ce que je veux dans mon métier, c'est me rendre utile aussi pour des gens. Et à travers J'irai décorer chez vous, j'avais l'impression de me rendre utile. Parce c'était un magnifique projet. C'est un magnifique projet. Ouais, je faisais des cadeaux, mais qui n'étaient pas juste, je te fais livrer un sac pollen chez toi, tu vois. C'est clair. J'arrivais et tu repartais avec une pièce qui était méconnaissable, quoi. Donc voilà, Valérie Damido m'a toujours un peu fait rêver, tu vois, j'avais l'impression d'être elle, quoi. Ouais, c'était ta petite émission, quoi. Mais même les concours. Est-ce qu'on va devoir payer 40% des cadeaux qu'on offre à nos abonnés? Est-ce que c'est nos abonnés qui vont devoir payer cette somme? Enfin, je sais pas, c'est tellement pas... On sait pas où on va, quoi. Donc, c'est difficile de se projeter. Après, je suis obligée de me projeter un minimum dans le sens où j'ai embauché mon assistante en CDI en septembre. Non, en août déjà. Donc voilà, je peux pas lui dire, je sais pas où on sera dans 3 mois, mais on se projette. Mais c'est pour ça qu'on ouvre d'autres cordes à nos arcs, même si on n'a pas le temps de les pousser à fond. Donc, clairement, on gagne encore 90% de notre vie sur Elle s'en parle évidemment. Mais au moins, si ça s'arrête, on aura quand même des portes de sortie et des entreprises qui sont déjà créées pour partir ailleurs. La déco, je sais que j'ai quelque chose à faire là-dedans. Donc, je le fais pas aujourd'hui parce que ça prend un temps fou. J'ai fait une formation en janvier dernier sur SketchUp, qui est un logiciel de design, en fait, pour d'architecture aussi, pour faire des 3D, des pièces et tout. Donc, parce que moi, j'ai beaucoup d'idées, mais de là à pouvoir les dessiner et à faire une 3D, je maîtrisais pas du tout parce que c'est un métier à part entière que voilà. Et pour le coup, c'est pas si facile de se former sur SketchUp toute seule. Donc, j'ai fait une formation en janvier dernier que j'ai adorée, mais qui m'a permis de comprendre à quel point c'était compliqué et à quel point, si je me lançais en tant qu'archi d'intérieur ou décoratrice d'intérieur, il va falloir faire beaucoup de projets et il faut que je sois plus rentable et donc faut que je m'entraîne. Mais pour l'instant, malheureusement, ce temps-là, je l'ai pas pour m'entraîner. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc j'essaie de faire de la déco toujours, mais surtout en perso et moins du coup un peu pour les autres. Et je vois comment je pourrais rendre ça plus permettre d'offrir ces services plus facilement. Mais voilà, l'influence, après, d'un côté, c'est pas la première fois que ça évolue. À l'époque, déjà, quand Snapchat était arrivé, on a eu peur et finalement, il y a eu les stories. Quand TikTok est arrivé, on a eu peur et finalement, Instagram reste là. Quand l'algorithme est arrivé, on a eu peur et finalement, on s'en est sorti. Et même si on a un petit peu moins de visibilité, on en a quand même suffisamment, en tout cas pour ma part. Donc, ça me permet totalement de vivre et je suis pas du tout... Ouais, bien sûr. Mais c'est juste les règles derrière qui font peur, quoi.
parce que tu te Voilà. demandes à la fin si ça va pas plus te coûter qu'autre chose, quoi, à force C'est de ça. pas bien déclarer ou de mal écrire ou d'avoir une mention qui saute et C'est c'est ça. surtout ça en On a fait, pas c'est en plein Parce que si on agira tout contrôler, chaque petit maudit, moi j'arrêterais parce que ça me c'est correspond ça, bien plus. sûr. Donc Et c'est parce que toi aujourd'hui, même si on va reparler, vous avez Studio Sequoia, vous aviez justement ce concept j'irai décorer chez vous, et en déco, t'as d'autres projets par rapport à ça, du coup, qui sont je voulais établis. me lancer en tant que décoratrice d'intérieur du Voilà. coup, mais c'est vrai que toute seule c'est compliqué parce qu'il me faut du temps pour passer que sur ça. Et le problème c'est que moi j'ai des salariés que je peux pas me permettre de les laisser. Enfin, donc du coup on a un peu mis ça en stand-by et je le garde pour après si jamais l'influence Bien s'arrête. Et sûr. voilà, aujourd'hui, je peux pas me permettre. Ils ont pas de plus-value à m'apporter sur ce projet-là. C'est vraiment toute seule. Donc, je peux pas me permettre de leur dire, vous prenez une semaine de vacances et moi, je bosse à fond sur ça. Donc voilà, j'ai vraiment autant Studio Sequoia, on y est tous les trois parce que Esther nous aide beaucoup sur les mails, sur le compte Instagram, sur l'organisation des shootings, préparer toutes les tenues, etc. et les décors. Mathieu shoot ou moi, je retouche. Donc on y est tous les trois. Autant mes autres projets, c'est vraiment des projets que j'ai plus en solo, mais à partir du moment où tu crées une entreprise et que t'es pas toute seule derrière, tu peux pas trop te permettre de mettre en avant ces projets-là au quotidien. Donc je le garde en tête. Je continue à m'amuser un peu sur SketchUp une fois de temps en temps parce que j'adore ça. Mais voilà, je sais qu'aujourd'hui j'ai pas le temps de m'y consacrer à fond. Donc si un jour je dois, parce que Instagram, j'ai pas le choix, je rebondirai et je prendrai le temps de m'y faire un avantage et je sais que je partirai dans la déco parce que je sais que j'ai une carte à jouer, quoi. Ouais, bien sûr. Et tu parlais aussi de valeur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier d'influenceur, on est quand même de plus en plus alerte à la société de consommation dans laquelle on vit, à ce qu'on met en avant, à ce qu'on met pas en avant. Tout le monde aujourd'hui se pose la question. On peut pas passer à côté. Toi, justement, ton positionnement, il a pas mal évolué depuis que tu as commencé. C'est une des raisons pour lesquelles l'influence nous ennuie de plus en plus et qu'on aimerait s'en émanciper. Mais le problème, c'est que c'est pas si facile parce que il y a pas beaucoup de projets aujourd'hui qui seraient aussi rentables que ce qu'on fait aujourd'hui. Et on a une maison à payer, on a du salarié, enfin voilà, on a un rythme de vie qu'il faut pouvoir payer, des charges qui sont phénoménales. Donc tu peux pas te permettre du jour au lendemain d'arrêter ce que tu fais pour dire ah mais là je m'en connais plus du tout dans les valeurs, du coup j'arrête ce que je fais et je passe à juste de la photo. Parce que de toute façon, je pourrais pas payer mes charges et demain, je revends ma maison. Je peux, mais j'ai pas envie de revendre ma maison, j'avoue. Enfin, voilà, Mais justement, tu as des valeurs quand même, on peut dire, éco-responsables. Enfin, tu as un cheminement écologique qu'on ressent bien. On a complètement changé. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir pris ce cheminement-là, que les marques ont fini par le prendre. Donc, du coup, nous, ça fait déjà 4 ans qu'on a pris ce tournant-là, plus ou moins bien, hein, avec des erreurs, avec des marques avec lesquelles on s'est trompé parce que finalement, on pensait que c'était bien et que c'était du greenwashing, etc. Hein. On apprend, évidemment, bien évidemment. Mais ça fait déjà 4 ans qu'on a pris ce tournant-là. Et à l'époque, notamment en beauté, on pouvait faire quasiment aucun partenariat. Parce qu'il n'y avait aucune marque qui avait pris ce tournant-là. Aujourd'hui, il y en a mais en même temps, pour les marques, c'était dur. Nous, on pouvait se permettre de dire du jour au lendemain, j'arrête de communiquer sur un produit cracra. Une marque, du jour au lendemain, elle peut pas. Faut qu'elle revoie tout son process de production, toutes ses formulations, qu'elle fasse des tests, etc. Enfin, c'est pas aussi facile que nous, quoi. Donc, du coup, il a fallu que les marques prennent ce tournant aussi. Et maintenant, c'est vraiment le cas. Et on arrive à continuer à en vivre tout en restant droit dans nos baskets. Droit dans nos bottes, pardon. Tu peux droit dire dans nos bottes, t'as compris ce que je veux dire. Bien sûr. Mais c'est vrai que tous les jours, en tout cas depuis déjà quelques années, à chaque partenariat, on se demande est-ce que là, on n'est pas un peu en dehors de nos valeurs. Après, sur certains partenariats, on est un peu plus à la limite, peut-être, mais on peut pas aussi tout refuser. Enfin, c'est compliqué aussi. On peut pas travailler qu'avec des marques locales, qu'avec des petits marchés locaux, par exemple, pour ce qui est de la food. On est obligé aussi de travailler avec de la grande conso parce que dans la vraie vie, on est aussi consommateur de grande conso. Faut arrêter. On va pas on fait pas que notre potager et voilà, c'est pas possible. Donc pour certains c'est possible, mais nous en tout cas, c'est pas une direction qu'on a pris non plus. On n'est pas devenu extrémiste non plus, mais en tout cas, on fait attention aux marques avec lesquelles on collabore vraiment depuis des années et du coup, on s'était dit que ça serait impossible de continuer à en vivre. Finalement, on y arrive, mais c'est vrai que on refuse quand même énormément de partenariats pour être cohérent avec nos valeurs et pour prôner un monde avec un petit peu moins de consommation, même si on sait très bien que notre métier est complètement contraire à une baisse de la consommation et à une décroissance, quoi, clairement. Mais on essaie de continuer notre métier tout en mettant en avant quand même une consommation plus responsable et en mettant en avant nos gestes pour la planète qui sont quand même de plus en plus nombreux.
Bien sûr. Et puis, j'ai vu que tu étais à un événement Mustela là il y a quelques jours. Et il y a aussi des grandes marques, des grands mastodontes qui arrivent à avoir, tu vois, des démarches éco-responsables et tout. Et ça, c'est génial, tu vois. Certaines personnes m'ont sauté dessus en disant mais Mustela, c'est mais oui, mais non, c'est vraiment les compos sont pourris. Mais non, justement, plus tant que ça, pour le coup, la directrice générale de Mustela est une personne totalement convaincue par le dérèglement climatique et par les limites planétaires, et du coup ça fait des années qu'elle se bat pour modifier la façon de travailler de Mustela, et pour modifier les compos en profondeur, pour modifier aussi plein de choses ailleurs. Du coup même là ils analysent du coup autour de leurs usines, donc ils vont fabriquer en France, mais autour de leurs usines ils sont en train de chercher tout ce qui se fait des agriculteurs les plus locaux pour modifier leurs ingrédients qui viennent d'ailleurs et essayer d'avoir des ingrédients de plus en plus locaux, même les ingrédients précis des formulations. Donc du coup, tout est de plus en plus travaillé, et c'est génial de se dire que ça bouge même au niveau des grandes marques. Donc même si évidemment tout le monde va te dire ah mais j'ai pas vu Mustela en magasin bio, hein, donc moi j'ai pas confiance. Hein. Oui, mais il n'y a pas que des marques en magasin bio qui sont bien. C'est clair. Et puis même si tout n'est pas parfait chez Mustela, et en tout cas ils cherchent, et on dit on peut pas jeter la pierre, personne n'est parfait aujourd'hui. Tout le monde, enfin en tout cas beaucoup, tendent à l'être et essaient de faire des efforts au quotidien, mais je veux dire, moi je jette la pierre à personne. Si quelqu'un prend l'avion dans mes proches, je dis mais génial, profite, enfin t'as raison, moi j'ai pris l'avion tellement de fois dans ma vie que je peux rien dire aux gens, je peux pas leur dire moi j'ai pas pris depuis un an, ok, moi j'ai pas pris depuis un an, mais je l'ai pris en 2019, j'ai dû le prendre au moins 6 fois dans l'année. Donc il y a un moment où je suis personne pour faire la leçon à qui que ce soit. Aujourd'hui j'ai pris conscience de certaines choses qui font que du coup j'adapte ma consommation au quotidien, mais je ne juge personne. Et quand j'en parle sur les réseaux, c'est en toute bienveillance, et voilà, pour moi c'est très important, parce que sinon de toute façon plus on te fait la morale, plus tu auras envie de faire l'inverse que ce qu'on est en train de te raconter, hein. Ouais, donc ça sera contre-productif, et moi mon objectif c'est qu'ensemble on arrive à un monde un peu meilleur pour nos enfants dans quelques années, et je me dis au moins j'aurais fait ma part, j'aurais essayé de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une des raisons pour lesquelles je continue l'influence aussi, et pour lesquelles ça me tient à cœur, c'est que je me dis j'ai une utilité, je peux faire quelque chose, je peux aider des gens, je peux leur transmettre des messages, exactement. Qui au quotidien peut-être qu'ils vont faire quelques gestes qui les auront fait suite à mes stories, et mine de rien c'est ça plus ça plus ça plus ça, c'est peut-être rien à côté des mastodontes qui dépensent énormément et qui ou alors de ceux qui prennent l'avion 50 fois par an évidemment, mais c'est à mon niveau. Moi, j'essaie de me rendre utile dans mon métier, et c'est pas dans tous les métiers. Il y a plein de métiers où c'est impossible de faire quoi que ce soit pour la planète. Bien sûr. La planète, pardon. Donc, non, mais justement, vous avez un vrai pouvoir de passer les messages, et aujourd'hui, nous, créateurs de contenu, peu importe notre communauté, on a ce pouvoir-là justement avec des gens qui nous font confiance derrière, et donc autant s'en servir, même si derrière c'est pour servir d'autres projets, et voilà, c'est hyper précieux. Si on parle un petit peu de ton processus créatif, donc avec Mathieu, tu m'en parlais un petit peu au début, mais toi au départ, donc quand tu as une marque qui vient vous voir, ou quand d'ailleurs ça peut vous arriver, je sais pas si vous le faites, d'aller voir une marque, comment ça se passe? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment tu travailles? On a la chance de pas avoir à démarcher les marques parce qu'on reçoit énormément de propositions, et on a largement de quoi faire pour vivre. C'est juste dans le calendrier de l'Avent qu'on démarche un petit peu plus, parce que du coup, tu sais, une fois par an, on essaie de mettre en avant des marques sur le mois de décembre pour gâter un peu les lectrices, et là, du coup, on démarche un peu plus parce que on n'a pas 12, même si on a fait 12 partenariats toujours à ce moment-là, ou alors voilà. Donc, mis à part ça, on a la chance de pouvoir voir avec ce qu'on reçoit, et donc en général, ça dépend. Si c'est juste des stories entre guillemets, c'est plus rapide. Tu reçois un brief assez général. En général, j'ai pas besoin vraiment de travailler mes stories d'écrire mes stories en amont, à part certaines fois où on fait quand même des vidéos un peu plus travaillées, mais la plupart du temps les stories sont plus rapides. C'est plus pour les réels, pour les posts Insta, pour ce genre de contenu où là on prend plus de temps à décortiquer le brief dans tous les sens, se renseigner sur le produit, tester le produit bien évidemment, et le tester moi, mon assistante le teste, on est plusieurs à le tester en général pour avoir plusieurs avis, et suite à ça on fait une proposition en général aux marques d'histoire. On raconte un peu les intentions créatives, on appelle ça, je perdais le mot. On leur raconte du coup ce réel fera à peu près 30 secondes, il sera dans une ambiance comme ci, comme ça, dans telle pièce, avec telle lumière, on va mettre une musique qui sera plutôt tel style ou tel style, il y aura une voix off, il y aura pas de voix off, etc. Enfin voilà, on leur raconte une histoire, qu'ils arrivent à imaginer la vidéo avant qu'on la filme. Il y a des allers-retours des fois au niveau des intentions créatives, et après une fois qu'on a leur go, on peut passer en production, et là pareil, il y a souvent 2-3 allers-retours sur
dire non mais ce plan-là il y a ci comme souci, non ce plan-là la lumière ça va pas, non là on voit pas assez telle chose du produit, etc. Donc voilà, nous on se pose vraiment tous les trois en général, Mathieu mon assistante et moi, pour réfléchir un peu à tout ce qui nous traverse la tête. Après il y a des projets qu'on avait déjà en tête, qu'on dit ah tiens ça on pourrait le faire là. Quand je dis des projets, c'est des effets de vidéo ou donc du coup ces effets-là on va pouvoir les placer dans tel ou tel projet, ou des thèmes. Quand il y a Halloween qui arrive, bah tu sais que c'est plus facile, tu vas pouvoir utiliser Halloween pour faire un contenu en ce sens, etc. Donc voilà, on s'adapte, on envoie tout ça aux marques et ensuite elles reviennent vers nous. En général, c'est les agences, on travaille rarement en direct avec les marques. Ça arrive, hein, mais très souvent ça passe par une agence. Donc ça fait beaucoup d'interlocuteurs. Moi, je passe par mon agent aussi, donc en fait, on est assez loin des marques. C'est vrai que des fois c'est un peu compliqué parce que ça irait plus vite des fois de passer en direct juste parce qu'on se comprendrait mieux, parce que qui dit interlocuteur dit modification du message à chaque fois, et donc des fois ça amène des petits quiproquos, mais bon. Et d'où ça te vient toutes ces idées? Est-ce que tu t'inspires d'une certaine manière? On est beaucoup sur Pinterest et sur Instagram principalement. Ouais. Après, on est beaucoup dans notre tête. Mathieu est très créatif, il n'a pas besoin de s'influencer de grand chose pour avoir des idées. Après, il fait de la vidéo depuis 10 ans, donc mine de rien, des idées de plans, on a tout le temps. C'est logique, il baigne dedans. Moi, du coup, je regarde beaucoup ce qui se fait, mais c'est vrai on a, tu vois, aujourd'hui, les codes, c'est un peu plus à la TikTok et tout, et finalement, c'est pas trop nos styles. Donc finalement, même quand je regarde beaucoup de vidéos sur Instagram de ce qui tourne en ce moment, je trouve ça drôle, mais ça m'inspire pas tant que ça, parce que on est un peu différent de ce qui est tendance un peu en ce moment. Mais on n'a pas envie juste de se calquer à une tendance, on préfère garder notre patte, même si c'est pas le style totalement tendance aujourd'hui, même si c'est peut-être un peu trop travaillé pour certains contenus sur le plan des vidéos et tout. Mais c'est ce qu'on aime. Enfin, moi, faire juste des plans iPhone, ça me dérange. J'ai l'impression de voler la marque, etc. Après, pas du tout. Et je respecte totalement ce que font les autres, hein. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça plus sérieux, plus qualitatif d'arriver avec mon boîtier, de faire des plans plus quali, de faire un vrai montage. Enfin, pas juste sur le téléphone, même si finalement, la retombée est la même, hein, pour beaucoup. Mais voilà, nous, en tout cas, on a notre patte, on a notre charte graphique et tout, qu'on aime maintenir. Et pour nous, c'est très important, quoi. Mais c'est une vraie question de s'adapter à tous ces changements. Tu vois, c'est comme quand on est passé de la photo à la vidéo, où maintenant, il y a que les reels qui marchent, quoi. Faut dire les choses comme elles sont. Enfin, c'est une vraie question de s'adapter. Vous êtes adapté facilement? Ça a pas été trop un sujet? Non, on n'est pas. Enfin, on est encore en retard à ce sujet. On fait encore peu de reels réels. On en fait encore peu par rapport à ce qu'on devrait faire. Mais tu vois, autant l'année dernière, je trouvais que les photos, vraiment, c'était horrible. Autant je trouve que cette année, on y revient un petit peu quand même. J'ai moins de bides au niveau des photos. J'ai quand même certaines photos qui passent un peu. Parce que je pense qu'Instagram a dû remonter un peu à l'inverse en se disant, bon, ok, mais bon, je sais pas. Et d'autres gens se sont remis à reposter des photos parce que moi, c'est vrai qu'à la base, c'est vraiment la photo pour moi. Donc, les réels, on en fait parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'on aime bien. Mais c'est vrai que c'est tellement de boulot. Enfin, nous, en tout cas, pour nous, un réel, c'est 3 jours de boulot pour certains. Donc, tu peux pas te permettre d'en poster. En tout cas, je poste beaucoup moins qu'avant. Et ça me dérange pas, mais du coup c'est vrai que c'est aussi comme ça qu'on s'est adapté. Je voulais pas me rendre malade de me dire faut absolument poster 3 fois par semaine comme je le faisais avant. Enfin, je me mets beaucoup moins de pression aujourd'hui que je m'en mettais auparavant, mais parce que j'ai la chance de pouvoir le faire, j'ai moins de stress par rapport parce que ça se passe bien, tu vois. Mais même de fait de moins poster, j'ai pas vu qu'il y avait un immense impact sur mes stats et tout. Donc voilà, autant en story, je poste vraiment tous les jours. C'est très rare que je ne poste pas. Autant sur mon feed maintenant, je poste que vraiment quand j'ai quelque chose d'intéressant à raconter. Parce que c'est ça, parce qu'Instagram, tu peux vite te comparer en fait, et c'est ça. Mais des réseaux sociaux de manière générale, c'est normal. Tu passes ta vie à te comparer, et tu te dis, moi souvent, tu vois, je regarde un compte, je me dis putain, mais elle est méga plus productive que moi en fait, et si j'étais plus productive, j'aurais peut-être plus de avoir ce ressenti là aussi, mais je pense qu'on l'a toutes en fait. Et donc faut juste prendre du recul, et c'est vrai que mine de rien, moi quand même depuis que j'ai les enfants, je prends quand même plus de recul parce que j'ai moins de temps de traîner sur les réseaux. C'est ça, ouais. Et donc du coup, j'ai moins le temps de me comparer. T'es plus dans la production que dans la conso. Et donc finalement, quand le peu de temps qu'on a, tu vois, faut absolument le rendre rentable, et donc j'ai moins le temps de regarder ce qui se passe ailleurs. Donc je le fais encore un peu. Il y a des moments où je me dis, moi, je me dis, putain, on n'a aucun reel qui a buzzé, nous. Enfin, c'est ouf. Elles ont toutes au moins un reel qui a fait 500 000, 1 million de vues, quoi. Nous, on n'aurait jamais.
Donc je me dis, j'aimerais qu'un jour ça m'arrive, évidemment, tu vois, mais de là à me dire, il faut qu'on fasse le style de reel qui marche pour faire un reel qui buzz, continuer à faire ce qu'on fait, et si un jour ça buzz, tant mieux, si ça buzz pas, tant pis, on montera moins en abonnés, mais au moins on a une communauté hyper fidèle qui continue d'être là. Donc je préfère stagner au nombre d'abonnés que j'ai, plutôt que de grimper grâce à des concours, grâce à un reel qui buzz, et à avoir une communauté qui est étrangère, qui me suivra pas, qui se transformera pas, parce que voilà, moi j'ai cette chance d'avoir des abonnés aussi majoritairement en France, etc., et du coup d'avoir des bonnes retombées aussi de transformation, comme les marques le disent. Quand je communique sur des produits, par derrière ça vend, tu vois. C'est bien beau d'avoir 200 000 abonnés de plus, mais que les filles viennent de l'autre côté des États-Unis, c'est clair, et que finalement elles achètent pas parce qu'elles sont pas du tout concernées par des produits français, tu vois. Donc je préfère avoir moins mais mieux. Et que me rendre malade. Et c'est vrai que non, la comparaison, on la vit au quotidien. J'essaie de m'en éloigner et j'y arrive plutôt pas mal, mais c'est vrai que les enfants font que ça aide, quoi. Bah ouais. Clairement. Si on parle un petit peu du processus de décision, parce que quand on est entrepreneur, on doit prendre énormément de décisions différentes, de directions différentes. En fait, on peut prendre 1000 directions différentes. Toi, comment, alors j'ai bien compris que tu n'étais pas toute seule, mais comment de manière générale, que ce soit les marques pour lesquelles tu travailles ou même les projets à plus grande envergure, comment tu décides d'aller vers un projet plutôt qu'un autre? C'est vraiment moi qui décide tout le temps. La dernière, souvent Valériane, qui est mon agent, du coup, me fait des premières propositions. Et là, je lui dis non, on y va. Là, on n'y va pas du tout. Là, on y va. Mais c'est plus, par logique, par rapport aux atomes crochus que je peux avoir par rapport aux marques, et par rapport au projet, bien évidemment. Après, t'as envie d'en faire plein, mais tu arbitres parce que t'as pas le choix aussi. Je parle au niveau des projets en parallèle. Par exemple, les propositions de podcast. Je pense que j'ai dû en avoir 70 ces dernières années. Et c'est le premier où je dis oui. Parce que tu n'as pas le temps de tout faire. Il y a un moment, oui, bien sûr. Génial, tu peux pas. Il y a un moment, faut faire des choix. Et c'est une question de feeling. Toi, on s'était déjà rencontrés il y a quelques années. Donc, s'il y a une personne avec qui je serais plus à l'aise pour faire un podcast, c'est Laura, c'est sûr. Donc, voilà, toi, je te dis oui par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'ai pas... En tout cas, dans ce podcast, il y aura pas tant de clés et d'outils, etc. Je suis désolée parce que je fonctionne vraiment en feeling. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est très compliqué pour moi de te donner des clés précises parce que... T'inquiète pas, les parcours sont autant inspirants que des clés, et l'apprentissage par l'expérience et par écouter les expériences des autres, c'est aussi très enrichissant. Donc, t'inquiète pas pour ça. J'ai aussi envie de parler de confiance en soi parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose, franchement, j'ai plus les stats, mais je pense que c'est, on va dire, 90% féminin. Moi, je suis entrepreneur depuis 4 ans, enfin même si comme toi, j'ai eu 1000 casquettes à côté de mes tafs et tout. Donc forcément, quand tu rentres dans un nouveau projet, tu peux ressentir un syndrome de l'imposteur plus ou moins élevé. Toi, est-ce que il t'est arrivé de le ressentir ? Et si oui, comment tu le gères ? Comment tu gères cette confiance en toi ? Je le ressens en permanence. Hein. Ouais. Voilà. Donc du coup, moi je pense que même le syndrome de l'imposteur est un des points, et le manque de confiance en moi est un des points qui m'a amené à créer ce blog et ces réseaux et Instagram. En fait, j'avais besoin de me rassurer un peu par quelque chose, que j'étais capable de faire quelque chose, que j'étais capable de me trouver jolie en photo, en fait. Et chaque fois que il y avait des photos que j'aimais bien, je me disais putain, en fait, je suis pas si moche finalement. Enfin, et ça me rassurait énormément. Et je manque énormément de confiance en moi. Je sais pas. Et aujourd'hui, je sais pas me vendre. C'est encore pire finalement. Quand en plus t'es à ton compte depuis 8 ans, aujourd'hui on me dit vends-toi. C'est super difficile parce que j'ai jamais eu à me vendre finalement, mis à part pour mes boulots il y a 10 ans, quoi. Depuis, je travaille au quotidien, mais je me vends pas. C'est mon agent qui me vend aux marques déjà, tu vois, c'est pas moi directement. À partir du moment où elle est rentrée dans ma vie, c'est vrai qu'elle m'a énormément aidée. Parce que moi, c'était très compliqué de dire à une marque, voilà, je te facture tant. J'arrivais pas à parler d'argent. J'étais pas du tout à l'aise avec ce sujet-là. Alors que pourtant, là, j'ai pas de problème à dire combien je gagne. Mais j'ai des problèmes à me dire ouais, je vais vous faire ça va vous coûter tant. Enfin, ça me dérangeait, ça me gênait, je sais pas. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, et parce que je reconnaissais pas tant mon travail comme en étant au début, même si et c'est pour ça qu'en permanence je me force à être très scolaire encore quand même sur le montage des vidéos, sur la façon de les écrire, etc. Parce que je dis ok, on facture tant à une marque, la moindre des choses c'est qu'on passe du temps et c'est qu'on soit ultra sérieux derrière et qu'on travaille vraiment derrière et qu'on fasse pas juste à l'arrache une vidéo comme ça dans notre miroir, quoi. Tu vois, bien sûr. J'ai vraiment besoin
de me rassurer en permanence que je ne suis pas en train de voler tous ces gens, quoi. Ouais. Et c'est difficile. Mais ouais, je manque énormément de confiance en moi encore aujourd'hui. Et le blog m'a beaucoup aidé. Et les gens, surtout les lecteurs, m'ont beaucoup aidé. Parce que oui, d'avoir des petits messages, ça booste la confiance en soi. C'est clair, quoi. Oui. Et sans ça, aujourd'hui, je serais complètement une autre personne, quoi. C'est certain. Tu fais quoi, à part peut-être les retours du coup des followers, j'allais dire auditeurs, pour prendre confiance en toi? Passer au-dessus de ses peurs et se dire, ok, je vais le faire. Ok, le studio photo, on va se faire tacler parce qu'on est influenceur et tout, mais on va le faire quand même. Donc, pour moi, il y a rien de plus bête, mais passer au-dessus de ses peurs, faut les affronter et il faut y aller. Bien sûr. Ouais. Est-ce que ça peut ne pas marcher et tant pis, au moins t'auras essayé. Mais pour moi, le meilleur conseil que tu puisses donner à un futur entrepreneur, c'est avance, cours, vas-y et tu verras. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux me parler d'un aléa dans ta vie d'entrepreneur, quelque chose que tu as traversé et de la façon dont tu l'as dépassé? Je pense à un des derniers projets, je pense à un projet j'irai décorer chez vous. Après, je sais pas si je l'ai tant dépassé, donc c'est ça le problème. Mais parce que du coup, l'année dernière, on a fait ce projet-là pour une lectrice qui nous a lâché en plein milieu du projet. Donc, on a commencé les travaux chez elle, on avait fait des plans 3D pour le coup pour elle là déjà. On avait commencé le papier peint, on avait commencé la peinture et tout. Et en fait, elle nous a clairement dit que ce qu'on avait fait n'était pas professionnel, n'était pas quali, n'était pas parfait. Et donc, elle préférait mettre fin au projet tout de suite. Sauf que nous, on se retrouvait avec une quinzaine de partenaires derrière qui attendent des contenus dans cette pièce. Donc, ça a été très, très compliqué. Tout ça pour une mini bavure de peinture, mais qui faisait 1 millimètre et une mini bulle sur un papier peint, tu vois. Donc, ça a été très compliqué. En fait, quand tu donnes beaucoup, tu fais un projet qui est, je dirais pas caricatif non plus, mais quasiment pour le coup sur ça, parce que j'ai aucune obligation de placer mes produits chez une lectrice. Je peux très bien le faire chez moi et ce sera beaucoup plus facile. Voilà, t'as consacré du temps, de l'énergie. Mathieu, il a été 2 jours moi, j'avais été déjà 2 fois en rendez-vous avant. Donc, t'as 1 semaine de boulot non-stop, plus de temps passé à la sélection de produits. Bref, t'as 10 jours, 2 semaines de boulot qui partent en fumée comme ça. Et du coup, qui te rajoutent en plus une bonne semaine de boulot pour essayer de trouver des solutions avec chacun des partenaires. Là, du coup, j'ai eu envie de tout arrêter, bien évidemment. Et de dire, voilà, allez vous faire, voilà. Mon projet, il prend fin aujourd'hui. En fait, pour me réconcilier avec, j'ai refait ce projet, mais chez des proches. Je me suis dit, arrête pas tout maintenant, ça serait trop dommage. Il y a trop de gens à qui ça peut servir. Il y a trop de gens qui attendent et qui pourraient bénéficier de ça. C'est trop con de te laisser abattre juste à cause d'une petite, voilà, on va pas dire de mots. Mais du coup, je l'ai continué à faire, mais je me suis dit comment le faire différemment, au moins pour me réconcilier avec le projet. Je l'ai fait chez des proches et après, on l'a refait chez des lectrices, mais là, du coup, on l'a contractualisé. Enfin, on a encadré beaucoup plus ce projet. Tout de suite, dès le début, on lui a expliqué comment ça se passerait, que c'était impossible de nous lâcher en cours de route. Elle a signé des papiers, etc. Voilà. En fait, je pense que je m'en suis relevée en tirant des épreuves, en tirant des enseignements, quoi, de plus encadrer la mission. Mal passé et me dire ok, ça m'a passé pour ça, c'est de ma faute. Je suis trop foncée sans encadrer le projet, sans contractualiser. On n'a pas le choix, on est en France, faut tout faire avec contrat, etc. La parole n'a pas de valeur. Donc du coup, on continue le projet, mais on le contractualise, mais on le rend plus sérieux et on commence avant par le refaire chez des potes pour un peu reprendre confiance en soi et se dire on n'est pas si mauvais, on s'est posé du papier peint. Ok, on n'est pas des professionnels de la pose du papier peint, mais je pense que y a pas non plus tant de monde qu'ils sont et que quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'offrir ce papier peint ou s'offrir la pose sera très content d'avoir cette pose-là chez lui et je pense qu'il s'en foutra totalement que ce soit parfaitement parfait. Exactement. Donc voilà, un peu une épreuve que j'ai en tête parce que c'est une des plus récentes. On va parler de la maternité. Moi, personnellement, je suis devenue maman. Je pense qu'on est devenue maman à peu près en même temps, d'ailleurs. Ma fille a 4 ans. Toi, ton fils a 4 ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Très similaire. Ouais, c'est très similaire. La maternité, ça peut avoir un vrai impact sur déjà la vie de couple, la vie de famille, le travail. On est plus ou moins à l'aise. Toi, en plus, tu as eu 2 bébés rapprochés. Est-ce que ça a eu un impact sur ton travail ? Moi, j'ai accouché de mon fils en mars 2020, donc au tout début du confinement. Et finalement, c'est plutôt bien tombé parce qu'on appréhendait beaucoup de se dire... moi, de toute façon, une fois que j'ai accouché, c'était évident que pendant quelques mois, je n'allais pas travailler. Et finalement, c'est tombé à une période où personne ne travaillait.
Donc, c'était plutôt cool parce que je pouvais me permettre de ne pas travailler, mais on était tous concernés par cette par cet arrêt d'activité. Ouais. C'est plus finalement quand j'ai repris le boulot que là, il a fallu retrouver un rythme parce que c'est vrai qu'auparavant, on travaillait beaucoup le week-end, beaucoup le soir. Enfin, on avait un rythme totalement décalé. Vraiment, on faisait un peu ce qu'on voulait, quoi. Le principe d'être entrepreneur, c'est ça, c'est que tu bosses quand tu veux, où tu veux. Et le fait d'avoir un enfant, bah, t'as plus trop cette possibilité-là. Tant qu'il est pas gardé, encore moins. Mais une fois qu'il est gardé, bah, t'as des horaires, hein, tu vois, là, à 5h30, il faut qu'on aille chercher les enfants. On peut pas se permettre de bosser jusqu'à 21h comme on le faisait avant. Donc, voilà, j'ai modifié un peu ma façon de travailler. J'ai notamment clairement quasiment arrêté le blog. Parce que le blog, en fait, j'écrivais énormément, mais j'écrivais beaucoup de nuit, de soir. C'était le moment où j'avais du temps. Et aujourd'hui, bah, c'est du temps que je consacre à mon couple. Et parce qu'en journée, j'en ai beaucoup moins pour ça. Donc du coup, j'ai pris un agent à ce moment-là. C'est là où je me suis entourée de Valériane. Parce que je me suis dit, mais j'y arriverai pas toute seule. Dès que je suis tombée enceinte, de façon très vite, je lui ai dit, quand il sera là, je vais avoir besoin d'aide. Donc voilà, je me suis entourée davantage, je me suis organisée davantage. Et c'est là où le tournant un peu écologique a été pris aussi, le fait d'être enceinte, d'être maman. C'est là où je me suis vraiment pris une claque, que j'ai vraiment vécu une crise d'éco-anxiété. Et du coup, tout est arrivé un peu en même temps. Et c'est là où il y a vraiment le dernier tournant, un peu, elles en parlent. Et qu'on a, voilà, de toute façon, c'est ça qui est bien sur les réseaux, c'est que tous nos cheminements, entre guillemets, on les partage avec nos abonnés. Et du coup, naturellement, ça s'est fait sur les réseaux. Et aujourd'hui, je poste peut-être un petit peu moins qu'avant, évidemment, en story et tout, parce que c'est plus compliqué avec les enfants. Je coupe un peu plus le week-end, alors qu'avant, le week-end, c'était le moment où je faisais beaucoup plus de contenu. Mais voilà, on n'a pas le choix. Et moi, il y a des moments où ça a été compliqué un peu au début, mais très vite, on a trouvé notre rythme. Et aujourd'hui, c'est plus un cadeau que je trouve que d'avoir eu des enfants, parce que ça me permet de beaucoup plus cadrer mon métier et de moins bosser à pas d'heure, quoi. Et de prioriser un petit peu justement ma vie personnelle, ce qui est plus important, quoi. Et complètement. Mais parce que j'ai cette chance-là aussi de me lancer avant, et à l'arrivée de mes enfants, ça tournait déjà bien. Voilà, clair. Tu te lances en même temps que quand t'es jeune maman, c'est plus compliqué aussi, je pense. Moi, je me suis lancée, j'avais 24 ans, tu vois, c'est pas pareil. Déjà. Ouais, bien sûr. J'ai l'impression que tu coupes quand même assez peu. Alors, je sais que tu fais une pause l'été. Pendant 3 semaines, un mois, je sais pas combien de temps exactement. Est-ce que tu arrives comme ça à couper pendant l'année aussi, et est-ce que surtout t'en ressens pas le besoin parfois pour pas te griller finalement et dépasser tes limites? C'est vrai que non, franchement, je m'autorise de plus en plus à couper par rapport à avant, et je culpabilise plus. C'est ça surtout qui est chouette. Parce que les premières fois où je le faisais, je me sentais super mal. Et aujourd'hui, mais par contre, je préviens en général. Je le dis, bon, ben là, je vais couper pendant 2 jours, j'en ai besoin, je suis fatiguée, ou j'ai pas dormi avec les enfants, ou je pars en week-end avec ma famille, ou j'ai pour X ou Y raison. Mais c'est vrai que je coupe 3 semaines l'été, je coupe 1 semaine à Noël en général. Franchement, au moins 4-5 jours à Noël, entre Noël et Nouvel An. Et après, des week-ends par-ci par-là. Donc, non, cet équilibre-là, je l'ai assez vite trouvé. Ouais. Et même, depuis que j'ai les enfants, j'arrive à poser mon téléphone. Au-delà de couper les réseaux, j'arrive vraiment à poser mon téléphone et à pas le calculer, parce que je veux pas trop que les enfants me voient avec dans les mains, même si ça arrive évidemment, hein. Enfin, faut pas, voilà, je suis pas non plus psychorigide là-dessus, mais je le pose beaucoup plus qu'avant, et ça fait du bien. Ça fait tellement de bien. Nous, on fait ça aussi depuis quelques mois, pendant le tourbillon, enfin le 5h30, 8h30, 9h. On pose pareil, à part rares exceptions. Bon, vas-y, on va le prendre. Mais sinon, et qu'est-ce que ça fait du bien, purée. Il nous oblige, quoi. C'est trop bien. Et j'ai l'impression de même mieux y arriver que Mathieu, alors que je pensais être 100 fois plus accro que lui. Ouais. Et des fois, finalement, je trouve que c'est lui qui va plus vite aller chercher son téléphone pour vraiment, en plus, rien faire, juste swiper sur rien du tout, quoi. Moi, j'ai beau avoir le téléphone qui sonne, WhatsApp qui sonne, pour le boulot, en plus, hein. J'ai fait, non, c'est mort, je suis avec les enfants, je ne regarde pas. Et lui, je fais, non, mais je fais rien. Bah si, t'es sur le téléphone, lâche-le, t'en as pas besoin. On a les mêmes conversations. Rien, là. C'est vrai que moi, c'est du temps qui est vraiment nécessaire. Bien après, sûr. C'est pas cohérent avec mon métier. Tu te dis, ok, elle nous dit de payer sur mon téléphone, mais du coup, comment on va faire pour la suivre? Oui, c'est sûr, mais tu peux suivre de façon plus qualitative. Déjà, je suis beaucoup moins de gens qu'avant. J'ai vraiment supprimé énormément de gens dans les gens que je suis. Comme ça me prend moins de temps. Et voilà, je passe pas du temps, parce que des fois, tu te rends plus, comme tu disais tout à l'heure, à t'inspirer, à te dire, voilà, la vie qu'ils ont, eux, waouh, tout ce qu'elle arrive à créer comme contenu, elle a posté tout ça comme story aujourd'hui. Et donc, du coup, non, aujourd'hui, j'arrive justement à me détacher de tout ça. Et ça fait du bien. Et en couple, vous arrivez à trouver un équilibre vie pro, vie perso,
rester un couple malgré le fait que vous bossez ensemble, à vous prendre des moments à vous hors du travail. C'est énormément. Nous, on a de la chance parce qu'on est très entourés côté famille. On a tous les deux les parents divorcés, donc 4 potentiels grands-parents qui peuvent garder les enfants. Du coup, c'est un gros point fort, pardon. Et du coup, on arrive à les faire garder. Pour moi, c'est même tout petit, je les ai fait garder et je culpabilise pas du tout là-dessus parce que j'en avais besoin. Et dès qu'on en ressent le besoin, pour le coup, on se prend des moments à 2. Donc là, ça fait quelques temps que c'est pas arrivé. C'était en mars, mais ça va arriver du coup prochainement en fin novembre. Tu vois, c'est 2 fois par an en moyenne. Et on part, mars, on est parti 2 semaines, hein, donc là, c'était vraiment, c'était vraiment ce voyage. Et fin octobre, on part 2 nuits, mais bon, 2 nuits, c'est déjà énorme pour se retrouver. Moi, je conseille à tous les couples qui ont la possibilité de le faire, et même si votre famille peut pas, demander à des amis. Enfin, moi, je suis prête à garder les gosses de mes meilleures amies. Je leur ai déjà dit 10 000 fois, et elles vont m'entendre. Elles se reconnaîtront, en tout cas, en écoutant, parce que c'est nécessaire. Enfin, au-delà du couple, c'est pour soi, en fait, d'avoir du temps pour soi. Pour moi, c'est vital. J'en ai besoin. Certains n'ont pas besoin, et tant mieux, hein, ou certains pensent ne pas en avoir besoin aussi, je pense. Ils m'ont oublié, en fait, ce que c'était que d'avoir du temps pour soi ou du temps pour deux. Mais pour nous, en tout cas, c'est trop important. Et je suis le soir, on coupe nos téléphones, on coupe tout, et on est tous les deux, quoi. De 21h à 23h, c'est notre moment, 20h30, même 23h, c'est notre moment à tous les deux. Il y a certains moments où il y en a un qui va aller faire du sport et tout, mais c'est quand même rare. On a besoin au minimum 3 soirs par semaine d'être tous les deux. Et pour nous, c'est indispensable. C'est notre béton. On en a trop besoin parce que les journées, on n'est jamais tout seul. On est avec mon assistante qui est toujours là. On est avec du monde. On reçoit énormément de monde à la maison. Donc, on est quasiment jamais tout seul la journée. Donc, du coup, ces moments-là, le soir et certains week-ends et les vacances nous font beaucoup de bien et sont nécessaires. Ouais, c'est clair. Trop bien d'avoir trouvé cet équilibre. On va finir par les conseils que tu donnerais à ceux qui nous écoutent et les petites questions de fin. Ta plus grande leçon personnelle ou professionnelle de ces dernières années? Ça paraît un peu bateau, mais n'écoute jamais ce que vont te dire les autres, hein, parce qu'évidemment qu'on m'a dit que c'était ridicule de demander sur les réseaux sociaux, évidemment qu'on m'a dit que c'était ridicule de raconter sa vie sur Instagram, que je vois pas en quoi j'allais en faire un métier, je vois pas comment je gagnerais de l'argent là-dessus. Et j'ai vécu des grosses moqueries de la part de gens qui étaient à l'école avec moi et qui m'ont énormément fait du mal. À m'envoyer des snaps en soirée en mode foutage de gueule. Et c'est à l'époque j'ai vraiment très très mal vécu ces choses-là. Et c'est pas si vieux quand même. C'est des gens qui avaient déjà 20-25 ans quoi. Je me suis dit que niveau maturité ça fait peur. Tous ces gens-là j'aurais pu les écouter. J'aurais pu tout arrêter et dire mais qu'est-ce que je fais? Ils ont raison, je suis ridicule. Et non, certains me trouvaient ridicule, mais moi j'aimais ce que je faisais. Je me baladais avec des ballons roses dans la rue et même si certains me croisaient et me trouvaient vraiment ridicule avec mes ballons, d'autres me regardaient et me disaient merci. Je dis pourquoi merci? Parce que on avait un gros shooting prévu le lendemain du 11 novembre 2013. Du coup, tu sais ce qui s'est passé à cette date-là. Ouais. Et du coup, on a beaucoup hésité à l'annuler parce que c'était du coup dans Paris avec des ballons. C'était pour ramener aux fêtes de fin d'année. Donc j'avais tout un tas de ballons que je devais porter et me balader dans Paris avec tous ces ballons-là. Je me suis dit, mais le 12 novembre 2013, tu vas être complètement déconnecté de la réalité. Les gens vont me prendre vraiment pour une folle. Et finalement, ce jour-là, j'ai énormément de gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit merci. Ah ouais. Parce que vous nous faites sourire. Vous nous faites penser à autre chose, vous êtes ailleurs. J'étais habillée tout en rose, j'étais vraiment complètement pas dans le thème entre guillemets de cette journée-là. Mais finalement, les gens, ça leur a fait du bien. Ils m'ont regardé, ils nous ont félicité. J'étais avec ma photographe à l'époque, Marie-Paola, si tu m'écoutes. Et je me souviens vraiment de ce moment-là. Et je crois que c'est vraiment un élément déclencheur où je me suis dit, ok, toutes les fois où je me dirais t'as honte, tu te diras non, tu t'en fous. C'est comme des fois où un shooting il y a 2 ans, je me suis allée dans l'eau et tout avec ma robe et tout. Des chasseurs sont passés à côté de moi, ils m'ont rigolé au nez, clairement. Elle est complètement tarée cette pauvre fille à se mettre dans l'eau pour faire des photos. Mais ces photos ont cartonné et je me suis dit ok, mais moi j'avais mon idée en tête, mon idée créative derrière. Donc ok, je vous parais folle, je vais dans de l'eau froide au mois d'octobre, mais je sais ce que j'ai en tête en fait. Donc je m'en fous. Et donc vraiment la plus grosse leçon, c'est d'avoir réussi à passer au-dessus du regard des autres. Et ceux qui me connaissent depuis longtemps savent à quel point pour moi c'était très compliqué et à quel point au collège, lycée, j'ai énormément souffert du regard des autres et à quel point le blog m'a permis vraiment à prendre confiance en moi et à me dire tu t'en fous ce que tu le fais, tu sais pourquoi tu le fais. Il y a des gens derrière qui vont apprécier ce que tu fais et tu vas donner du bien et du plus aux autres. Et ça, pour moi, c'est ma plus grande leçon. Et je suis fière de moi sur ça. Trop bien. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui souhaitent se lancer dans un projet mais qui n'osent pas?
De s'écouter, justement, de se faire confiance, d'arrêter d'écouter tout ce que vont dire. C'est comme quand on est maman, quoi. On va nous sortir plein de choses de partout. Non, fais-toi confiance, vois où tu vas. Et voilà, après, il y a des conseils très bienveillants, j'en doute pas. Mais finalement, les conseils, la plupart du temps, faut pas les écouter. Il faut juste essayer de te faire confiance à toi et de prendre le risque. Ouais, exactement. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu te sens aligné cœur, corps, esprit, que tu es là où tu dois être? J'espère, mais j'ai du mal à me dire que oui, je le suis parfaitement. Il y a des jours où je vais te dire oui, quand je suis avec mes enfants en train de jouer dans mon jardin, etc. Je me dis waouh, je suis exactement là où j'ai toujours rêvé d'être. Mais le lendemain, il va se passer un truc qui va remettre en question tout ça. Donc, dans l'ensemble, je suis plutôt alignée, ça c'est sûr. Après, je pense qu'on n'est jamais totalement aligné par rapport à tout ça. On va finir par des petites questions. Donc, l'idée, c'est d'y répondre assez rapidement, enfin, de me dire ce qui te vient. Tes routines pour rester bien physiquement et mentalement? Bon, physiquement, j'ai un peu abandonné, j'avoue. Donc... Mais ouais, de continuer de manger plutôt sain. En tout cas, c'est sûr que niveau sport, j'ai du mal à reprendre un rythme là encore depuis la rentrée, alors que j'avais trouvé un rythme parfait l'année dernière. Mais c'était le mercredi, et le mercredi maintenant, bref... on a les enfants, donc c'est plus compliqué de faire du sport. Donc, mais ouais, rien que de manger sainement, ça paraît bête, mais de pas manger de conneries, et ça me manque pas du tout. Ouais. Et mentalement, de prendre du temps pour soi quand même, d'obliger même dans son couple, de machin, de dire ok, ce week-end, là tu t'occupes, on a fait cette technique-là depuis quelques mois et ça nous correspond bien. Je lui dis ok, t'as 2 heures pour toi ce matin, moi j'ai 2 heures pour moi cet après-midi, et ça, tu souffles, tu prends un livre, tu prends un bain, et mentalement ça me fait beaucoup de bien. Ouais. Est-ce que prendre 2 heures pour soi par semaine. Ouais, c'est bien. C'est trop bien. Et tu te le fixes à l'avance dans ton planning, donc comme ça on le fixe en début de week-end. C'est ça. On a chacun droit à 2 heures dans le week-end. Ouais. Sauf si l'autre a gardé les enfants le week-end d'avant. Est-ce que tu peux me citer une ressource qui t'inspire? Donc ça peut être un podcast, un livre, un film, ce que tu veux. Je vais parler de Bliss parce que c'est ce qui m'est apparu spontanément. C'est vraiment le seul podcast vraiment que j'écoute toutes les semaines. Depuis que en même temps ça a commencé quasiment quand j'étais enceinte, donc ouais, ça donne beaucoup de leçons sur la maternité, sur la vie d'ordre général, et donc voilà, merci Clémentine pour ce podcast. Et d'ailleurs elle, voilà. Elle t'a jamais proposé, ou toi Non, elle m'a jamais proposé. J'avoue que j'aimerais bien, ouais. Mais je lui ai déjà fait passer des messages, donc je vais pas être en mode harcelée à ce sujet-là. Et aujourd'hui, c'est moins d'actualité. J'aurais surtout adoré le faire après avoir eu Com, pour parler un peu justement des enfants rapprochés, de la tempête, un peu tout ça. Mais aujourd'hui, c'est moins le cas. Et puis c'est pas grave. Elle a de quoi faire côté témoignage. Ouais, moi aussi, je suis team Bliss à fond. Le conseil que tu aurais aimé connaître avant de te lancer? Que tout sera pas tous les jours facile, hein. Mais ça, en même temps, c'est logique. Mais que finalement, même les épreuves, tu seras contente de les avoir vécues et tu t'en lèveras encore plus forte. Donc tout est bien écrit finalement. La victoire dont tu as le plus appris? Parce que mon fils est né avec il a fait un AVC à la naissance, et donc la victoire, c'est qu'il n'ait pas de séquelles. Ouais. Et, parce que c'était pas du tout gagné, et on a énormément stressé les minutes, les heures, les semaines, les mois après l'accouchement. Et aujourd'hui, je me dis que c'est une sacrée victoire quand même, parce qu'on en est aujourd'hui, parce que j'ai des lectrices avec qui j'échange au quotidien qui ont traversé exactement la même chose que nous, et qui, malheureusement, les enfants ont malheureusement de lourdes séquelles. Donc, et voilà, ça m'a énormément appris, parce que du coup, je prends beaucoup plus de recul, je profite encore plus de chaque moment en me disant que cet enfant, je dis pas que j'aurais été moins heureuse s'il était handicapé, hein, j'aurais été tout autant heureuse, hein, j'espère en tout cas, mais ça aurait été plus compliqué quand même, ça c'est sûr. Et chaque jour, chaque victoire qu'il a lui, le jour où il a dit maman, le jour où il est rentré à l'école, enfin tout ça, je dis pas qu'il y a pas d'école pour enfants handicapés, parce que quand j'ai osé dire ça, on m'a dit oui, mais même handicapé, tu vas à l'école. Oui, je sais bien, mais voilà, toutes les victoires normales entre guillemets, pour moi c'est dingue. Je me dis mais quelle chance on a, et du coup d'être passé aussi près d'une difficulté quand même assez dure à vivre, parce que le petit frère de Mathieu est handicapé, est très gravement handicapé, donc on sait très bien ce que c'est au quotidien, pas au quotidien, mais voilà, on sait très bien ce que c'est quand même de pas trop loin. Je me dis mais et ça t'oblige à du coup encore profiter plus de chaque moment, et à te dire mais quelle chance on a d'avoir un enfant en bonne santé, et quelle chance on a même quand ils sont chiants, parce qu'ils sont là quoi, et ils sont parfaitement là. Donc voilà, pour moi c'est vraiment cette victoire là qui m'a permis de moins me plaindre et de m'apprendre énormément de choses.
Ouais. Et au contraire, un échec que tu aurais vécu, s'il y en a un qui te vient naturellement, et une leçon que tu en aurais tirée. De galérer à trouver un job, j'ai essuyé beaucoup d'échecs, professionnellement parlant. Mais en fait, finalement, c'était cool parce que ça m'a permis d'être là où j'en suis et parce que ça m'a permis d'avoir du temps pour pousser le blog. Et si j'avais pas eu autant de temps pour pousser le blog, parce qu'au début, je voulais bosser dans la mode ou comme j'étais déjà passionnée de mode et tout, je voulais pas. J'avais fait mon apprentissage en banque assurance et je voulais pas retourner dans ce secteur-là. Franchement, ça me faisait pas du tout rêver. Mais finalement, si j'étais là en mode, si j'étais là en agence de pub, j'aurais eu beaucoup moins de temps pour moi. Et donc, le fait d'être venue travailler dans ce secteur-là, qui était pour moi un gros échec, de me dire, OK, j'ai pas réussi à travailler dans le secteur qui m'intéressait. Je reviens dans le secteur de l'assurance. Et clairement, la GMF vie, ça me faisait pas rêver. Mais finalement, c'est ce qui m'a permis d'avoir du temps pour moi, déjà. Parce que c'est une activité où tu as quand même des horaires qui sont à peu près classiques. Tu finis pas à 20h le soir. Tu peux te permettre de prendre 1h30 de pause le midi, etc. Ce que mes copines en agence ne pouvaient pas faire. Et ce qui m'a permis, du coup, d'avoir du temps pour le passer, à le consacrer au blog, etc. Donc finalement, c'était un échec, clairement. Je l'ai vécu comme un échec à ce moment-là, mais avec du recul... Aujourd'hui, c'est grâce à ces échecs-là que j'ai réussi à passer du temps sur le blog, sur Instagram et du coup à pouvoir arrêter mon boulot par la suite et donc à me créer mon boulot de rêve. Donc, ouais, trop bien. J'ai légèrement modifié la baseline pour la saison 5 du podcast. Aujourd'hui, c'est le podcast qui encourage chaque personne à devenir acteur de sa vie. Qui tu aimerais entendre sur le podcast? Quelqu'un qui t'inspire et que tu n'as pas eu l'occasion d'écouter? Dans celle qui est très à l'aise en podcast en plus et qui vient de lancer son podcast, j'aimerais bien entendre Daphné Moreau. Elle est très inspirante. Et pour le coup, je viens d'écouter son podcast la semaine dernière sur la digital detox, sur le bienfait. Et elle a vraiment une rétrospection en permanence sur ce qu'elle fait, sur comment elle l'a fait, sur ce qu'elle en tire. Elle est très développante personnelle, etc. Donc je pense qu'elle serait très intéressante à interviewer et à écouter, évidemment. Super. Et ma dernière question, c'est quoi pour toi devenir actrice de sa vie? Être libre de ses choix, être libre de son quotidien, être libre chaque matin, ne pas se sentir oppressé par l'obligation de prendre un train pour aller à tel boulot, prendre le métro, etc. Juste de dire, OK, je me lève, je fais ce podcast, mais j'ai choisi de faire ce podcast, je fais ce shooting, j'ai choisi de faire ce shooting, j'ai choisi de là où j'en suis, tout simplement. Merci beaucoup, Coralie. Merci à toi. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.